Theoretical grounds, historical context, open dialogue, mysteries to uncover. Vous écoutez le podcast Art à cœur. On avait dit qu'on allait parler de Léonard et les problèmes d'attribution. Léonard, non mais n'importe quoi. Oui, on se connaît bien. Ouais, Léo. Léonard de Vinci. Voilà. Donc on s'attaque à un monument quand même. Voilà, bim. J'aurais commencé comme ça. Aujourd'hui, on s'attaque à un monument. Voilà. Puisqu'on parle des deux plus récentes attributions d'œuvres à Léonard de Vinci, qui ont surgi toutes les deux de nulle part en l'espace de 20 ans seulement. Enfin, C'est dingue, ouais. Mais justement, je pense que c'est un peu l'avancée des sciences et tout ça, et puis l'intérêt pour l'art, je pense que ça, c'est en train d'escalader. Escalader. Bah, c'est sûr que t'as la presse maintenant peut transmettre l'information beaucoup plus vite, donc beaucoup plus de personnes qui vont en parler, ça va faire du bruit, ça fait boule de neige, quoi. On est au courant que c'est monumental, ce dont on est en train de parler. Donc on va simplifier et on n'a pas tout lu. Moi, de mon côté, je ne sais pas pour toi, Ségolène, mais de mon côté, il y a plusieurs bouquins qui sont déjà sortis. Oui, tout à fait, parce que qui dit Léonard dit quand même polémique, spéculation, donc ça fait couler beaucoup d'encre. Mais je pense quand même que pour les deux œuvres dont on va parler, la plupart du temps, ce qu'il reste, c'est quand même les grands titres dans les yeux du public. C'est ce grand titre, un peu poudre aux yeux, Nouveau Léonard découvert, qui sont pris comme des vérités. Et ce qu'on va essayer de faire, c'est justement creuser derrière ces grands titres et voir quelles sont les preuves tangibles de cette attribution. Parce que c'est vrai que Léonard fait partie des artistes universellement connus, et je pense que tout le monde a un avis, mais malgré tout, on n'a pas toujours le réflexe d'aller au-delà du titre. Je pense que la fascination, le rêve de découvrir un nouveau Léonard l'emporte souvent, et les grands titres laissent rêveur, mais qu'est-ce qu'ils cachent exactement ? En 2005, un tableau intitulé Salvator Mundi, donc le sauveur du monde, ressurgit. Il s'avère que il a été présent pendant certaines ventes dans les années 1900 aussi, mais on n'en avait plus entendu parler depuis un certain temps. Et tout d'un coup, en 2005, il y a un groupe de marchands d'art en Louisiane qui achètent le tableau pour environ. Donc, il y en a qui disent 1 000 euros, il y en a qui disent 1 000 dollars et il y en a qui disent 10 000 dollars. Donc, je ne sais pas quel montant c'est, mais toujours est-il que c'est un montant très bas par rapport à ce que la valeur de l'œuvre aujourd'hui. Donc, ces marchands d'art qui se sont regroupés pour acheter le tableau, ce tableau a ressurgi en 2005, et après, en 2011, la Galerie nationale de Londres fait une exposition sur Léonard de Vinci. Et tout d'un coup, ce tableau est maintenant restauré et authentifié par un historien de l'art, Martin Kelp, c'est vrai c'est un spécialiste de Léonard. Il a écrit plein de choses dessus. C'est un professeur en histoire de l'art. Il est très apprécié, connu en Angleterre surtout. Donc ce tableau est présenté dans le catalogue sous le nom de l'artiste, sans vraiment plus de questionnement là-dessus. Donc il y a écrit Léonard de Vinci, c'est attribué à ou c'est de Léonard de Vinci ? Comment la différence, ça serait quoi? Ok. En fait, donc précision. De Léonard, oui. D'accord, de Léonard de Vinci. Oui, parce que pour précision, pour ceux qui écoutent, quand on a un doute, on dira jamais peut-être de Léonard de Vinci. Il y a écrit attribué à, et ça veut dire qu'il y a une réserve en fait. D'accord. Ah, j'étais même pas au courant. Et là, donc et parfois on dirait attribué à l'école de aussi. Quand c'est le cercle, mais qu'on ne sait pas exactement si c'est de l'artiste. Donc là, dans le catalogue, tu dis que c'est présenté comme œuvre de Léonard de Vinci, 100%. Voilà. 100%, voilà.
Et donc, forcément, il y a certains experts qui se disent un peu perplexes de tout ça. Et voilà, il y a pas mal de réserves autour de cette histoire. Mais toujours est-il que, en fait, finalement, ça n'avait pas fait un énorme buzz comme ce qu'on verra plus tard. Donc, en 2020, il y a eu cette exposition. Et puis, donc, le prix du tableau a connu un saut en valeur qui est complètement incroyable. Et donc, en 2013, le tableau va être vendu. Et c'est un collectionneur russe qui va l'acheter, Dimitri Ribolovlev. Euh, il va l'acheter pour 127 millions de dollars. Donc en passant de 1000 à 120 millions, c'est quand même pas mal. Il y a eu toute une histoire avec ce collectionneur russe qui s'est senti un peu trahi par son conseiller d'art, etc. Bon, il y a eu des histoires d'argent, c'est pas très important, pas très intéressant non plus. Et en 2017, le tableau est remis sur le marché. Donc il va être vendu chez Christie's. Et là, il est revendu pour 450 millions de dollars. Et c'est l'œuvre d'art la plus chère qui n'a jamais été vendue. On ne sait pas qui l'a acheté. J'ai vu dans un truc hier, donc j'ai vite zappé pour pas me spoiler ton histoire, mais qu'a priori c'était un prince des Émirats arabes et qui veut le mettre au Louvre à Abu Dhabi. Est-ce que c'est vrai? C'est pas 100% sûr. Il y a eu énormément de débats là-dessus. Personne ne sait vraiment, vraiment. Pendant longtemps, il y a eu des rumeurs comme quoi c'était les Émirats arabes qui l'avaient acheté le tableau et qu'il serait donc à Abu Dhabi, qui est la capitale des Émirats arabes. J'ai fait mes devoirs. Et Où il y a une extension du Louvre qui a ouvert il y a pas longtemps. voilà, au Louvre d'Abu Dhabi. Mais le tableau n'a jamais été exposé là-bas. Et maintenant, les rumeurs les plus récentes, c'est plus récemment, et c'est la dernière rumeur, et je pense que c'est ce qui est le plus correct. Et on dit qu'il appartient à un prince héritier d'Arabie Saoudite qui s'appelle Mohammed Ben Salman. D'accord. Et soi-disant, c'est lui qui a le tableau. Et Il a peut-être un peu tourné le tableau ces dernières années, oui, potentiellement. potentiellement, c'est vrai. Et surtout, ben, le problème, c'est que je pense que du fait qu'il appartient à quelqu'un ou une institution dans les pays arabes, c'est forcément la religion qui ne permet pas, la religion islamique qui ne permet pas de représenter des figures religieuses. Donc je pense que c'est un achat très controversé et c'est pour ça qu'on ne le voit pas, le tableau, c'est que... Ouais, peut-être. Je connais pas assez, mais je vois ce que tu veux dire. Je sais que c'est quand même dans les lieux de culte où on représente pas des figures, en effet, des figures humaines du prophète. Parce que forcément, au Louvre à Abu Dhabi, il y a forcément des tableaux religieux, je pense. Enfin, je sais pas. Je connais pas trop, mais c'est possible qu'il soit un petit peu trié. Je me rends pas trop compte. Je, je dirais quand même que la religion à Abu Dhabi doit avoir une place un peu différente. Mais je veux rien affirmer, mais dans d'autres pays, tu vois, parce que c'est quand même une ville qui est tournée sur le reste du monde, entre guillemets. C'est sûr. Beaucoup plus, si tu veux, que d'autres pays. Non, mais juste le fait qu'ils aient l'extension du Louvre là-bas, ça montre qu'ils sont ouverts, voilà, le développement culturel est très important pour eux. Et... J'imagine qu'il y a une sélection quand même de certaines œuvres. Et c'est vrai que la religion, je sais juste que la religion, je me prétends absolument pas experte, il faudrait d'ailleurs, mais que la religion de l'islam, en tout cas, reconnaît Jésus comme prophète. Mais c'est vrai que de là à afficher devant tout le monde, en plus, le titre est quand même très particulier. Ouais, voilà, c'est ça, Sauveur du monde, c'est quand même un titre très particulier. C'est pas Jésus de Nazareth, qui est une figure historique qui a existé, quoi. Donc, c'est vrai que, bon, peut-être, ok. Voilà, donc toujours est-il que, pour expliquer un peu mon point de vue sur l'histoire, alors quand le tableau a été vendu à Christie's et tout le monde, ça a fait le buzz, quoi, et du coup tout le monde en a parlé pendant un long moment. Moi, j'étais en plein écriture de mémoire, soutenance, etc. Donc, j'étais vraiment pas au courant de ce qui se passait autour de moi.
Et en plus, c'est-à-dire que c'est un peu comme la réaction un peu bête je suis sûre que tout le monde l'a à un moment, c'est que quand tout le monde te recommande de voir un film, forcément tu vas pas le voir parce que tout le monde en parle et tu boudes et tu... Alors, je pense que là, il faut dire une vérité, et à mon avis, je pense que toi, c'est pareil. Je n'ai jamais lu Da Vinci Code, je n'ai jamais vu le film Da Vinci Code, et je me refuse à tout jamais de les voir. C'est hors de question. Jamais. À cause, enfin, c'est lié à cette histoire. Moi, enfin, du coup, j'avais fait un peu fait exprès de pas me plonger dans cette histoire parce que je me disais, de toute façon, pour le moment, on essaie de l'attribuer et va y avoir plein de va-et-vient, d'avis, des trucs comme ça. Et du coup, voilà, j'ai un peu bouté l'histoire. Ouais, on peut pas être 100% sûr, et ce qui se voit très souvent quand même dans les histoires d'attribution, c'est qu'il faut souvent que l'eau coule un peu sous les ponts, que la critique s'essouffle, et souvent l'attribution finit par être confirmée ou infirmée après des années, quoi. Je comprends que tu aies voulu prendre du recul. Et voilà, avec un peu de recul. Et en plus, en fait, c'est aussi à force, parce que c'est sympa avec notre boulot, c'est que quand tu dis que tu es restaurateur à quelqu'un, souvent les gens réagissent et ils veulent en savoir plus et ils vont en parler de ce qu'ils connaissent, dont généralement ce qui est à la une dans les journaux. Et donc souvent, enfin pendant longtemps, les questions concernaient la restauration bâclée là du Ecce Homo. Donc ce Christ qui a été repeint dans une église en Espagne, Qui accidentellement. ressemble à Kiki. Et du coup, tout le monde me demandait d'en parler, mon avis. Voilà. Donc là, plus récemment, j'ai beaucoup eu d'interrogations sur le Salvator Mundi. En effet, je me suis sentie un peu bête parce que du coup, j'avais pas vraiment d'avis là-dessus. Je ne pouvais pas trop me prononcer. Et donc les questions qui ressurgissaient le plus souvent, c'est est-ce que tu penses que c'est vraiment un Léonard à 100%? Est-ce que c'est une copie d'un de ses élèves? Est-ce que c'est du 50-50? Parce que de temps en temps, il y avait et la main de l'artiste et la main de l'élève. Il y avait une collaboration entre l'élève et l'artiste. Et donc, enfin, qui est-ce qui paye 450 $ pour un tableau dont l'authenticité est un peu incertaine? J'étais souvent un peu prise au piège par ces questions. J'ai eu le moment un peu de comment dire, de clarté quand je me suis... D'illumination. voilà, Oh j'ai eu la chance d'aller à l'exposition du Louvre sur Léonard de Vinci. oui, je veux Et qu'on en parle parce que voilà, moi je l'ai raté alors que c'est une expo où il y avait plein de dessins, et pour augmenter ma frustration, on dirait que tout le monde s'est passé le mot, je me suis sentie persécutée parce que tous les gens qui sont venus me dire qu'ils avaient vu l'expo m'ont dit c'était nul, il y avait trop de papier, on comprenait rien. Léonard de Vinci, mais ces dessins, ces carnets, mais c'est incroyable. Je sais pas ce qu'attendaient les gens de voir Mona Lisa en 20 exemplaires. Et c'était hyper frustrant. Et du coup, j'ai trop envie que tu me racontes un peu ton avis là-dessus. Ok. Pardon, juste pour finir. En vrai, ce que j'ai entendu, c'est que a priori, ils ont essayé de changer un petit peu le mode d'exposition, et les explications étaient au début de l'expo dans des fiches, et beaucoup de personnes n'ont pas vu ces fiches explicatives qui étaient gratuites et distribuées au début. C'est vrai que les musées en France, en général, je trouve, ont encore du mal un peu à mettre en scène quelque chose. C'est vrai que c'est un peu plus solennel quand c'est Léonard de Vinci, mais il faut quand même voilà, écouter un peu le public, et c'est vrai que c'est important euh, de prendre en compte le fait que le monde évolue et les gens sont plus attirés par les images et les couleurs, etc. Et c'est vrai qu'il y avait énormément de dessins et ils auraient dû plus les séparer pour laisser la place aux gens de vraiment bien les observer parce qu'ils étaient magnifiques. Mais comme les gens étaient séries, en plus c'était en fin d'exposition qu'on voyait bien les dessins. Et là, les gens avaient chaud, ils en pouvaient plus, ils avaient fait piétiner pendant des heures déjà, et c'était juste voilà, un peu dommage. Mais sinon, vraiment, c'est un boulot incroyable et c'était super à voir. Voilà, toujours est-il que je me suis plantée devant le Salvator Mundi qui était exposé, qui était présenté à cette exposition, et je me dis, mais c'est n'importe quoi, c'est pas du tout un Léonard. Et en fait,
c'était une figure qui me faisait penser à la chanteuse pop, tu sais, Anastasia des années 90, avec les sourcils surépilés, enfin vraiment. Et du coup, je m'arrête là-dessus et je regarde le cartel. Et en fait, effectivement, ce n'était pas le Salvatore Mundi qui avait été acheté pour 450 millions de dollars. C'était la version dite Gannet, qui est attribuée à l'école de Léonard et qui provient du musée de Naples. Donc c'était une version du Salvatore Mundi. Apparemment, il y a plusieurs des élèves de Léonard qui ont peint cette représentation. Donc, la version qui a été achetée à Christie's, c'est la version Cook. Voilà, à retenir. Et d'année, qu'est-ce que c'est? Gannet, c'est juste la collection dont il provient, le tableau. D'accord, d'accord. Donc, il y a la version Gannet qui était au Louvre, qui est jolie, mais trop statique. Et ça se voit que c'est un Léonard de C'est Vinci. copié, c'est un exercice C'est peut-être. un exercice, c'est un très, très Mm. bon exercice. Bel Enfin, exercice. bien réussi, mais, Mm. Ouais. C'est pas une idée originale, quoi. c'est trop. Le Christ représenté est trop. Il y a des traits trop durs, trop. Ça peut pas être. Voilà. En fait, moi, j'étais vraiment juste un peu choquée. Et je pensais que, parce que je pensais que c'était la version dite Cook. Et donc, en me renseignant, je comprends que la version Cook du Salvator Mundi, c'est le tableau parfait parce que Léonard à son époque était déjà célèbre et donc il y a beaucoup de traces écrites et de descriptions et de preuves d'existence de la plupart de ces tableaux, enfin pratiquement tous ces tableaux. Et à sa mort, il y a eu plusieurs biographies qui ont été écrites sur lui. Pendant son existence, il y a eu beaucoup de gens qui ont décrit ces tableaux. Voilà. Donc il y a toujours une preuve d'existence écrite de ces tableaux. Et pour le Salvator Mundi, ce n'est pas le cas. Mais il y a des croquis de la main de Léonard de certains détails pour un tableau du thème du Christ rédempteur. Donc, voilà, on voit qu'il y a quand même certains dessins qui pourraient laisser supposer qu'il y a peut-être eu un tableau qui a été peint par Léonard de Vinci de cette représentation. Donc le passé du tableau est suffisamment flou et en même temps contient certaines possibilités de preuves pour semer le doute chez les experts. Donc voilà, il y a toute une ribambelle d'arguments pour et de contre le fait que ce soit un vrai Léonard. Premier argument, il n'y a pas de preuve écrite. Ça, je l'avais déjà dit. Deuxième argument, il n'est pas typique de Léonard. Il y a beaucoup d'experts qui disent ça. Il n'est pas typique de Léonard de peindre quelque chose d'aussi statique. Généralement, les tableaux de Léonard de Vinci vont être axés d'une certaine manière à ce qu'il y ait un mouvement, donc soit de trois quarts. Si tu regardes le Saint Jean-Baptiste de Léonard, c'est vraiment quelque chose de hyper moderne dans le sens où il est en position un peu de biais, il y a une espèce de construction autour d'une spirale. C'est vraiment euh, généralement très mouvementé. Et puis ce Salvator Mundi est extrêmement statique. Il est représenté de face. Et puis, il y a aussi ce côté du traitement très formel. Et puis, il n'y a pas vraiment de contenu philosophique. Il n'y a pas vraiment d'objet symbolique. Voilà. Voilà, enfin, il y a les objets symboliques. Il y a un objet symbolique, donc l'orbe qui est le Salvator Mundi, donc il tient dans sa main gauche et de sa main droite, il croise les doigts dans un signe de bénédiction. Les seuls indices qui donnent l'attribution au Salvator Mundi, mais euh, après ça, je vois mal comment. Enfin, c'est un peu un mauvais argument parce que souvent dans les tableaux de Léonard, justement, je trouve qu'il n'y a pas énormément de symboles. Enfin, Ben, il peut jouer sur le décor. ouais, c'est plutôt ça. Je dirais plutôt c'est un jeu dans le décor ou un petit clin d'œil. Donc ça, c'est les premiers arguments comptent. On apprend aussi que après l'achat en 2005 par les marchands d'art, Simon et Garfunkel. oui, alors non non bon,
C'est pas grave. De toute façon, ces marchands d'art l'ont tout de suite mis à restaurer. Et donc, apparemment, c'est une huile sur panneau qui fait 65 cm sur 45 cm. Il était fracturé en 5 morceaux. Et donc, il a été restauré, mais il y avait des éclats partout sur un côté du visage qui a été vraiment très, très endommagé. Je pense qu'on la mettra sur notre vidéo, mais Bien sûr. on a vu donc une image de l'œuvre lors de la restauration. Donc, il y a déjà quelques retouches, mais on peut voir qu'il y a vraiment euh, des, beaucoup de zones de mastic, donc de remplissage des lacunes. Et c'est très problématique parce que du coup, une aussi grande partie du tableau et surtout du visage du Christ qui est tellement importante, surtout pour attribuer à Léonard de Vinci, toute cette partie a été endommagée et restaurée. Et donc c'est tellement facile de manipuler une image en restauration, et c'est pour ça que c'est très très important euh, lors de l'attribution d'une œuvre que qu'on fasse pas n'importe quoi. Enfin, et du coup là, comme c'était un tableau qui était dans le privé, je pense que la restauration a été beaucoup plus poussée que ce que l'on aurait fait peut-être dans un musée. Je sais pas. Après, la restauration est magnifique, on la voit pratiquement pas, et Elle a été peut-être précipitée surtout. je dirais plutôt très très clairement, c'était un avantage pour eux de le faire ressembler le plus possible à un Léonard. Forcément, je pense que la restauratrice aurait eu du mal à se avoir du recul et pas essayer de lui, voilà, d'engendrer ce côté un peu léonardesque du visage, quoi. Je vois très bien. C'est vrai que tu as une différence entre les mains qui sont quand même très bien dessinées, hein, Mhm. malgré le sfumato. Mhm. Et quand tu vois le résultat retouché, donc qu'on connaît aujourd'hui, Mhm. cette espèce de flou est partout, quoi. Tu vois quasiment plus rien, on dirait qu'il y a un nuage de brume, Mhm. alors que l'orbe, les mains sont très précis. Mhm. Avec quand même, c'est vrai, ce velouté que tu retrouves dans les sfumato de Léonard de Vinci, mais Mhm. le visage devient, t'as raison, un espèce de truc super flou, Mhm. alors que je trouve que dans celui qui n'est, enfin quand tu vois avant restauration, Mhm. c'est pas aussi flou, je trouve. Hein. Donc, il a été restauré pour l'exposition en 2011. Et après, il a encore été restauré. Euh, voilà, il y a eu 2 interventions par la même restauratrice dessus. Ils sont restés très très secrets là-dessus. Il n'y a pas énormément de gens qui se sont prononcés là-dessus. Euh, et soi-disant, il y a eu toute une ribambelle de tests qui ont été effectués sur le tableau, donc des analyses scientifiques dont on n'a jamais vu les résultats. Ça n'a pas été publié, et je pense que c'est normal. Généralement, tu vas pas publier. Non, non, bien sûr, c'est quand même privé, quoi. T'as pas de dû au monde entier. Enfin, Voilà, exactement. Et forcément, la restauration, d'ailleurs, c'est déjà bien qu'on ait une image avant la restauration, parce que de temps normal, on n'aurait jamais eu ça d'un collectionneur privé, quoi. et c'est crucial, hein. Franchement. Heureusement qu'on l'a, parce que c'est sûrement l'image la plus proche de ce que c'était, quoi, avant la restauration. Oui, parce qu'il a été déverni et tout, ils ont enlevé les repeints. Il avait été repeint un peu au style, tu sais, mousquetaire. C'était très drôle. Avec une petite moustache. Euh, donc voilà, c'est un tableau qui a connu plusieurs restaurations après la découverte en 2005. Donc déjà ça, c'est problématique. Et aussi, c'est ce problème d'analyse scientifique où ils disent... Enfin, j'ai trouvé le fait que ils ont dit quelques trucs qu'ils ont publiés en ligne, dont le fait qu'il y a du lapis lazuli, un pigment très très coûteux à l'époque. Euh, et il est en présence enfin, ils disent que c'est pur. Après, je sais pas comment tu peux vérifier ça, mais apparemment, c'est l'habit bleu que porte le Christ il a été peint en lapis lazuli. Donc, c'est D'accord, donc c'est forcément très précis. lié. Voilà, c'est très précieux, et donc c'est forcément lié à un peintre qui était, voilà, un grand maître peintre, quoi. C'était C'est probablement une commande avec un certain budget derrière. tout à fait, Mm. exactement.
C'est très très long à préparer le lapis lazuli, enfin Mhm. à nettoyer et tout, ouais. D'où la pureté. Après, il y a aussi eu des gens qui ont dit, ben non, parce que l'effet optique de l'orbe qui tient dans sa main aurait n'aurait pas reflété la paume comme on le voit dans l'image. Au contraire, ça aurait fait un effet de loupe sur le vêtement du Christ. Et ça aurait un peu déformé le vêtement derrière. Et Léonard ne se serait jamais trompé. Cet argument a été un peu retourné parce qu'en fait, il y a des chercheurs ou des gens je sais pas, en technologie qui ont testé plusieurs choses et ils ont dit, bah, en fait, si l'orbe est creuse, l'effet optique est tout à fait correct. Et donc, il faut supposer que c'est comme une bulle de savon. Donc tout ça, c'était des arguments contre le fait que ce soit un Léonard. Comment dire, ce qui est ressorti plus tardivement, c'est que pendant la restauration, donc ils ont fait beaucoup d'analyses en imagerie réfléchissante. Selon la matière, ça va être absorbé différemment et donc ça va être reflété dans une image que tu peux interpréter par rayon X, par UV, par infrarouge. Tu peux voir différentes choses que tu peux pas voir à l'œil nu. Et donc avec toutes ces images, ils ont pu voir qu'il y a eu un changement dans la position du pouce de la main qui fait le signe de la bénédiction. Apparemment, ce changement n'apparaît pas dans des autres copies. Après, c'est ce qu'ils disent. Hein. Je ne sais pas du tout s'ils ont vraiment vérifié dans tous les tableaux des versions de Salvator Mundi s'il y a vraiment un changement au niveau du pouce aussi. Mais forcément, du coup, ça veut dire que cette image était à l'origine de toutes les autres copies. Comment est-ce que tu peux expliquer autrement le fait que le pouce avait une certaine position au départ et après il a été changé et toutes les copies gardent cette position du pouce. Donc ça, c'est le grand argument pour. Et ils sont capables de dater le changement, justement le Mais repeint? justement, ça c'est toutes les analyses scientifiques n'ont pas été publiées. Donc c'est impossible de vraiment dire s'il y a des preuves concrètes. Après, tu vois, ce, euh, cet historien d'art, Martin Kemp, il a quand même travaillé au Courtauld, etc. Donc je pense que c'est pas n'importe qui, il se serait pas prononcé comme ça sans vraiment avoir de connaissance de la matière, des analyses, des résultats des analyses. Je pense que ce serait très spécial quand même. Mais bon, après, il y a beaucoup d'exemples. Mais de toute façon, il y a énormément de débats. Et Martin Kemp disait que il allait sortir toutes ses recherches dans un bouquin qui maintenant a été publié. Et en fait, dans ce bouquin, j'ai regardé. Après, j'ai pas lu le bouquin, mais j'ai regardé dans l'index et j'ai un peu feuilleté dans Google Books. Très clairement, il n'y a pas vraiment de partie scientifique. Hein. Il y a beaucoup de recherches historiques. Donc peut-être qu'il s'avère que ils ont réussi à le tracer de manière historique, même si ça permet de tracer le tableau, c'est pas forcément une raison, c'est pas toujours suffisant. Et puis il y a d'autres experts qui disent complètement l'inverse, que c'est forcément une copie un élève qui était très proche de Léonard de Vinci, par exemple Bernardino Luini. En fait, ce qui est intéressant, c'est que ce tableau, même si on ne sait pas vraiment à 100%, c'est un Kem qui est donc une personne très très qui a beaucoup d'influence dans le monde de l'art, a du coup donné lui son avis sur l'œuvre et il a dit effectivement, je pense que c'est un Léonard et donc entre guillemets il a été authentifié et lors de l'exposition à la Galerie nationale de Londres, ce tableau, enfin le conservateur du musée n'a pas vraiment froncé des sourcils, enfin il n'a pas fait attention à ce qu'il présentait et il n'a pas eu froid aux yeux, il a mis c'est un Léonard et on le présente en tant que tel au public. Et c'est là qu'on voit le saut en valeur
du tableau. Tout ça, ça pourrait être juste un espèce d'énorme coup de marketing de la part des Américains qui ont acheté le tableau au départ en 2005 et qui l'ont fait restaurer et qui l'ont fait un peu ressembler à un Léonard, qui ont fait des recherches, qui ont fait un peu tout pour que ça marche un peu dans le sens qu'ils voulaient. Et en plus, le bouquin qui a été écrit par Martin Kemp a été fait en collaboration. Alors, je sais plus si ils l'ont écrit ensemble, mais en tout cas, ce sont des collègues qui sont très proches. C'est donc Martin Kemp et un des marchands d'art qui ont acheté le tableau au départ sont proches, tu vois. Donc, c'est pas forcément très neutre comme partie. Et Mm. et du coup, maintenant, ce tableau a été vendu à ce prix faramineux. On sait même plus où on sait plus où il est parce qu'il du coup tout le monde. Enfin, je pense qu'ils ont tout l'intérêt à le cacher parce que ce tableau a une telle valeur maintenant que. Alors ils disent qu'il est sur un Oui. yacht. Alors bonjour, pour conserver un tableau, un panneau en plus en bois sur un yacht. Oh là là, le cauchemar. Un yacht? Ouais, mais si c'est le cas, c'est un yacht super Oui. technologie. Hein, il doit être plus safe et moins humide que n'importe quel musée. Donc, c'est tout en termes d'analyse, etc. On n'a pas plus d'informations finalement. Après, j'avoue, j'ai pas vraiment. Enfin, moi, j'ai trouvé les articles qui sont dans les grands journaux et aussi la suite que tu m'as envoyé. Mais tout revient au fait que, est-ce que l'image donne l'impression d'un Léonard? Est-ce que les faits historiques donnent les preuves du fait que c'est un Léonard? Mais après, les recherches scientifiques, il y a un laboratoire effectivement aux États-Unis qui a mené des analyses pendant 4 ans dessus et qui ont travaillé dessus. Il y a un article dans le New York Times qui dit, enfin, où il parle du fait que voilà, il y a un laboratoire scientifique qui ont travaillé avec le tableau, mais ils disent pratiquement rien sur les résultats, à part le lapis lazuli, mais ça reste très général. Mais du coup, j'ai envie de te demander, toi, avec ta perception, donc en étant ni historienne, ni entre guillemets scientifique, mais avec en tout cas notre parcours, on va dire, de la main, de la texture, de la matière. Qu'est-ce que c'est ton ressenti par rapport à toutes ces informations visuellement? Est-ce que tu as des choses qui te sont venues à l'esprit? Je dirais que dans le visage, c'est sûr que il y a quelque chose, mais c'est un peu lointain. C'est vrai que toutes les copies que tu verras de Léonard, ou toutes les œuvres des élèves de Léonard sont très statiques. Tu le verras tout de suite. Il y a des traits très arrêtés. Oui. C'est plus Je suis stylisé. d'accord. Mais je pense que c'est un peu dû à la restauration aussi. Il est plus doux parce que les contours sont un peu plus, voilà, enfin ils sont un peu plus suggérés au lieu de vraiment dessiner. Et ça forcément c'est dû au fait que il a été très endommagé, il a subi plein de traitements et donc on pourra jamais vraiment. Je pense que la restauration de ce tableau a fait que on peut plus se pencher juste sur l'image pour essayer d'attribuer. Je suis en train de comparer les images et moi je t'avoue que c'est un tableau que je connais pas du tout. Entre guillemets, c'est un peu comme toi, j'ai un petit peu fui dès qu'il y a un peu une ferveur, une excitation autour d'un artiste, surtout Léonard de Vinci, j'ai tendance à vraiment fuir parce que les sujets qui fâchent. Non, je vais pas rentrer trop dans le détail, mais j'apprécie énormément l'homme de science. Je trouve que c'est un merveilleux artiste, mais très clairement, je fais pas partie des gens qui encensent Léonard de Vinci pour son travail artistique. D'ailleurs, je préfère ses dessins parce qu'il porte beaucoup plus la marque, je trouve, de l'homme de science. Donc c'est vrai que dès que j'ai des tableaux de Léonard de Vinci, je suis un peu je sais pas trop quoi penser, et c'est là où on en a un petit peu parlé avant, il y a beaucoup d'affects qui jouent quand t'as un Léonard de Vinci. Je sais même pas quel mot employer, c'est des œuvres qui traversent le monde, les générations, tout le monde a un peu un ressenti fort qui est augmenté par l'effet que ça fait, voilà, des œuvres d'une telle popularité. Et c'est vrai que j'ai un peu tendance à, j'avoue, m'échapper
pas trop tomber dans l'affect, on va dire, dans le ressenti. Oui, Tu vois ce que je veux je vois dire? ce que tu veux dire. C'est un peu Pas assez objective et ça me oui, fait c'est peur. ça, c'est un peu une protection. Ouais, tout On à se fait. méfie. Et t'as plein de gens qui diront, mais bien sûr, c'est le maître qui déclenche ce sentiment hyper fort. Et c'est là où j'ai envie de dire, je suis pas certaine. J'adore ces recherches scientifiques parce que je les trouve merveilleuses et excitantes, mais je ressens pas de ferveur quasi religieuse. Et devant ces tableaux, oui, je ressens quelque chose de bizarre, mais je vais pas dire que c'est un émerveillement que je ressens. C'est plutôt une espèce de peur de faire partie d'un. Oui, Je vais utiliser des mots très forts, un peu comme bah une ouais, c'est ça. secte, une peur d'être enrôlé dans le mouvement en fait, de foule quoi. Un peu comme si j'allais l'agoraphobie, tu vois, en mode voilà, on attend de moi que je ressente quelque chose de très fort. Et du coup, je m'échappe un petit peu je veux pas trop me confronter à. C'est quand même, voilà, il y a tellement, enfin, là, je me suis rendu compte à quel point enfin, les experts de Léonard, ça doit être, il y a que, genre, entre 15 et 20 tableaux de Léonard. Bon, après, il y a beaucoup de dessins, c'est vrai. Il y a beaucoup d'écrits de sa part. Donc, ça, pour le coup, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup plus de matière là-dedans. Mais ça n'empêche que, ben, au bout d'un moment, tu as quand même fait le tour du pot et c'est dingue que ce soit devenu un. Je trouve qu'on enlève un peu le mystère de l'artiste en voulant se pencher sur tout le moindre détail de sa vie, etc. Ben, ça permet plus Oui, je vois. d'imaginer quelque chose d'un peu plus romantique. Je sais pas. Enfin, après. Finalement, t'as plein de gens qui sont toujours en train de dire ces œuvres sont mystérieuses, etc. Mais à force de dire ça, c'est comme si on te forçait à ressentir ce mystère, mais que tu ne le ressentais plus de toi-même. Mais là, je suis en train de comparer des images très grossies avant restauration et après restauration. Mais genre très 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 grossi, hein, je vois tous les détails, je vois le fil du bois et tout. Et en effet, il y a un problème sur la version restaurée. Hein. T'as clairement des lignes nettes et incisives qui sont effacées. Je regarde autour des yeux, il y avait des petits traits qui dessinaient vraiment les bords des yeux qui n'apparaissent plus dans la version repeinte quand même. Le problème, c'est que il a été déverni quand même de ce tableau. Enfin, on ne sait pas comment ça a été fait, et je pense que effectivement, il y a eu des traitements qui sont allés trop. Enfin, je sais pas, c'est difficile à dire. Après, la restauration en soi est belle. Enfin, le rendu c'est très léger. C'est esthétique, mais il y a des modes aussi. Rendre quelque chose de plus beau, tu vois, c'est pas vraiment ça le travail. Non, bien sûr. Et il y a quelque chose qui me gêne pas mal aussi, et je sais pas du tout si tu as lu des choses là-dessus. Là, je suis vraiment en train de prendre, comment on dit, à blanc, hein, l'œuvre. Je n'ai pas regardé avant notre podcast de près. Je suis vraiment, c'est mon ressenti premier. Et il est bizarre cet orbe. Il y avait des petites bulles dedans ou c'est moi qui rêve dans la version avant la restauration? Oui, il y a des petites bulles. Génial. D'accord, mais en fait, c'est dans la version avant restauration, on le voit moins bien, l'orbe, je trouve. Oui. Il a pas un contour aussi défini. Après, c'est vrai que la photo change, mais quand même, dans la version, donc comme tu dis, restaurée, il y a quand même une ombre très très forte autour de cette boule en verre qui n'existait pas avant. Il y avait clairement pas d'ombre autour de la boule comme c'est le cas aujourd'hui. Parfois, c'est tentant de juger et de dire oh là là, c'est trop poussé comme traitement, mais très souvent, il faut être vigilant entre restaurateurs parce que les photos rendent juste pas bien. Mais là, entre la version avant restauration, on voit très bien les fils du tissu passer à travers la boule, entre guillemets, et dans la version retouchée, il y a une ombre autour de la boule qui n'existe pas dans l'original. C'est vraiment incroyable cette restauration. Ouais, je pense. Et surtout s'ils y sont revenus à 2 fois, c'est qu'en revenant, tu oublies un peu comment c'était avant. Moi, à mon avis, c'est surtout la restauration qui est la plus problématique. Bon, mystère alors. Et comme il a disparu maintenant. Oui. Allez, c'est parti. Oui. Alors, l'authentification dont je vais parler est très différente pour plein de raisons de celle du Salvator Mundi. Mais ce que je retiens après t'avoir écouté, c'est que, à l'inverse, dans le récit de l'authentification dont je vais parler, on se retrouve avec énormément de détails, au contraire. Et ma théorie, c'est que c'est dû à la façon dont l'authentification a été menée. On voit qu'il y a eu une véritable volonté de diffuser et rendre publique la recherche. Puisque tu vas vite t'en rendre compte, dans cette recherche, on part du principe que c'est un Léonard de Vinci
et on va tout faire pour le prouver. C'est là qu'il y a un écueil, c'est que pour bien authentifier une œuvre, pour caricaturer, parce qu'il y a plein de façons de bien authentifier, mais en tout cas, il faut surtout éviter de prendre tous les indices qui vont dans le sens de l'artiste qui t'intéresse. C'est le piège, en fait, parce que du coup, tu vois des signes partout. Alors qu'au contraire, il vaut mieux regarder toutes les différences, puis éventuellement céder du terrain et voir si l'artiste aurait pu faire des exceptions. Donc je vais reprendre l'enquête dans l'ordre chronologique et je vais présenter tous les indices qui prouvent que c'est un Léonard de Vinci. Donc en 1998, Peter Silverman, un collectionneur d'art canadien, repère un tableau lors d'une vente aux enchères chez Christie's à Paris. Ce tableau représente une jeune fille de profil qui est habillée dans le goût Renaissance. Il est attribué par les commissaires de vente à un peintre nazaréen. Alors les nazaréens, pour une fois je connaissais ce terme parce que c'est les membres d'un courant artistique du 19e siècle, des artistes germaniques, qui est l'équivalent de mes courants préférés. Ce sont les pré-raphaélites en Angleterre, bien sûr, et en France, surtout les peintres troubadours, que j'adore. Et en gros, pour résumer, c'est un courant romantique néo-gothique qui pastiche l'art de la Renaissance et offre une version idéalisée du Moyen-Âge et de la Renaissance, avec souvent des belles femmes, avec des mâchoires et des nez bien dessinés, façon un petit peu Raphaël, des couleurs maniéristes, roses, jaune, vert, dans le goût des primitifs italiens, etc. Cette vente passe sous le nez du collectionneur Silverman pour environ $22,000. Donc jusque-là, rien d'original du tout. On a une œuvre, un portrait en plus 19e, pas de signature, un collectionneur qui rate une vente. Bon, ça arrive absolument tout le temps. Alors tu vas croire que je choisis exprès des personnes avec des idées fixes, parce que dans notre premier épisode, déjà, je parlais d'un voleur de Rembrandt qui avait pensé pendant des années à son Rembrandt. Il se trouve que le collectionneur Peter Silverman va regretter pendant des années aussi d'avoir raté la vente. Et plus le temps passe, plus il y pense et il devient convaincu qu'il a raté un tableau, pas 19e allemand, mais un tableau de la Renaissance italienne. Et il est convaincu que c'est Léonard de Vinci qui l'a peint. Coup de bol, 10 ans après la vente ratée donc, en 2008, le collectionneur tombe nez à nez avec le tableau chez une marchande d'art new-yorkaise. Ah oui, effectivement. Ah, ça, c'est trop spécial. Incroyable. 10 ans après, en tout cas, trop bien, il tombe sur l'œuvre. Donc, aucune hésitation, il l'achète pour la même somme à laquelle l'œuvre était partie à l'époque, à $22,000. Hein. C'est toujours une œuvre inconnue. Bon. Donc, il est convaincu, sauf que j'ai envie de dire, là, alors, je vais pas être très factuelle, mais je trouve ça un peu beau de rêver, mais tous les collectionneurs, c'est le fantasme de trouver un Léonard en parcourant les salles de vente. Et donc, c'est Peter Silverman qui va tout faire pour authentifier l'œuvre de la main du maître. C'est dingue, ça, que les gens se disent, se tombent sur un truc et puis ils se disent, bah, ce serait un Léonard. T'ouvres pas ton œil critique en faisant ça, en fait. Il part du principe que ce sera un Léonard. Et en même temps, il faut, parce que du coup, il va déplacer des montagnes. Ouais. Donc, c'est parti. Silverman envoie une photo à Martin Kemp. Non, c'est pas vrai. Professeur d'histoire de l'art à l'université d'Oxford, qui fait partie des experts donc internationaux de Léonard de Vinci et dont tu viens de parler. Alors moi, ça m'a fait beaucoup rire que tu mentionnes Martin Kemp. Déjà, tu verras par rapport à la suite de ma recherche, en tout cas de ce que j'ai trouvé, mais surtout parce que ça me fait un peu penser à comme quand tu cherches sur Google un truc, tu vois, et puis en fait, c'est le premier résultat de la recherche. Et souvent, ça veut pas dire que c'est le meilleur. C'est que c'est la personne qui paye le plus d'argent pour être en haut de l'arche. Alors, je ne dis rien, je ne connais pas Martin Kemp. Je vais arrêter la spéculation immédiatement. C'est vrai que je suis le livre qu'a écrit Silverman sur le travail d'authentification. Et il a écrit ce livre en collaboration avec Martin Kemp, notamment. Ah ouais. Moi, ce que je lis là-dedans, c'est que je lis dans ce livre... Les faits, Martin Kemp, professeur d'histoire de l'art à l'université d'Oxford, fait partie des experts internationaux de Léonard de Vinci. Kemp explique d'ailleurs qu'il reçoit en moyenne 2 images par semaine de Léonard de Vinci, de ce qu'il appelle des siphonnés de Léonard, en anglais Leonardo Loonies, qui pensent avoir trouvé une œuvre du maître. Du coup, il est un peu blasé et il dit lui-même qu'il a tendance à dire non systématiquement. C'est lui qui a le... Tu sais, c'est... Ave César, ceux qui vont mourir te saluent, quoi. Pouce en haut, pouce en bas, et il a le vote final. Mais pour une fois, l'image, donc il a reçu par mail, attire son attention et il rejoint Silverman à Zurich en Suisse, où le dessin est à l'abri d'un coffre-fort. Quand il le voit pour la première fois, il dit ressentir un frisson inhabituel.
C'est comme ça que toutes les bonnes histoires commencent. Donc j'ai découvert toute cette recherche la première fois en 2012 dans un reportage du National Geographic qui passait sur Arte, qui suit l'enquête d'authentification donc de l'œuvre par son propriétaire et Martin Kemp. Toutes les informations que je vais rapporter viennent principalement de ce documentaire du National Geographic, du livre qu'ont écrit ces messieurs. Au passage, le documentaire a été supprimé depuis. Et je suis très déçue parce qu'à l'époque, je me souviens que cette histoire m'avait marquée parce que j'avais adoré la recherche, pas forcément parce que ça parlait d'un Léonard de Vinci, mais parce que je trouvais le portrait magnifique et que j'assume mon goût très kitsch pour les peintres néogothiques 19e. Pardon, j'ai rien dit, j'arrête de spéculer. Passons. Non, quand j'ai commencé cette recherche, moi j'étais vraiment, je suis la recherche, c'est un Léonard de Vinci, on va le prouver. Voilà ce qui le prouve. Déjà, le tableau n'est pas une peinture, mais un dessin sur parchemin collé sur un panneau de bois de chêne. Et la technique employée, ce sont les 3 crayons. C'est une technique qui consiste à utiliser la pierre noire, la craie blanche et la sanguine, qui est rouge. C'est un classique, on va dire, de l'étude parfaite du dessinateur et donc du peintre, qui rentre dans l'apprentissage de tous les artistes aspirant à devenir des maîtres et qui est employé dès la Renaissance à nos jours. C'est un peu un but à atteindre, cette technique. Donc c'est vrai que c'est un très très beau dessin. Avec des très belles lignes, beau modelé. Mon avis, c'est que l'artiste qui en est l'auteur n'en est pas à son premier coup d'essai. Mais ça peut donc justifier une enquête pour trouver un artiste connu qui se cache derrière cette œuvre. Mais artiste connu de quelle époque, selon moi? Bon, revenons à ce que disent en tout cas Silverman et Kemp. Le dessin est rehaussé avec des lavis d'encre, c'est-à-dire de l'encre diluée qui permet de renforcer les ombres et les lumières. Le dessin est réalisé sur une feuille de vélin, ça je l'ai déjà dit, c'est un petit format, 33 par 24 cm. Et le vélin est préparé avec de la gomme arabique pour le lisser. Et il est protégé à nouveau, donc sur le dessin, avec de la gomme arabique qui agit comme un fixatif, tu sais, en bombe. D'ailleurs, les photos qui... T'as regardé l'œuvre, à quoi elle ressemblait ou... Tu l'as, ok, cool. Oui, effectivement, c'est très joli. C'est très très joli. Enfin, ça dépend ce qu'on aime. Moi, je trouve ça très joli. Les photos qui tournent montrent une œuvre très très jaune. Et j'ai trouvé l'œuvre qui montre l'œuvre sans cet aspect jaune. Et en fait, c'est la bonne image, c'est celle où il y a un fond beaucoup plus blanc et il n'y a pas du tout ce côté jaune. C'est absolument pas jaune. Et c'est certainement dû à la gomme arabique parce que le fond, il est très très blanc et c'est important dans cette histoire. Puisque le support très très blanc, c'est le propre du vélin. Mini explication de ce que c'est qu'un vélin. C'est un type de parchemin. Et pareil, on me demande très souvent ce que c'est qu'un parchemin par rapport à un papier, etc. Alors, le parchemin, c'est une peau animale, d'ovin généralement, donc mouton ou chèvre, qui est travaillée jusqu'à obtenir une surface parfaitement lisse, blanche, rigide, et imperméable qui sert de support d'écriture. En gros, c'est comme le procédé de fabrication du cuir au départ. T'as ta peau, t'enlèves les poils, tu la grattes, etc. Mais il y a un moment, c'est comme si t'avais 2 routes à choisir qui se séparent et t'as un chemin qui part vers le tannage qui va te faire un cuir et l'autre chemin, sans rentrer dans les détails, te permet de faire du parchemin. Et là, ce type de parchemin s'appelle vélin, puisque ça vient du mot veau. Donc, pour le coup, c'est un bovin. Et il est fabriqué à partir d'une peau de veau mort-né. Et sa caractéristique, c'est donc d'être plus blanc et plus transparent que la moyenne des parchemins, et plus fin, puisque c'est un animal qui n'a aucune imperfection, qui est en quelque sorte parfait, parce qu'il est mort-né, il n'a pas vécu, il n'a pas de cicatrice. Peau que tu retrouves sur une bête adulte. Donc c'est vraiment le plus beau support parmi les parchemins, quoi. C'est le plus précieux, vraiment le plus précieux. Et puis en plus, c'est rarissime. C'est un animal qui meurt de cause naturelle, jeune, c'est très rare. Faut le préparer, faut se le fournir rapidement, etc. C'est des petites dimensions aussi. Oh, c'est un peu triste quand même. C'est un peu triste, mais en fait, en y réfléchissant, je me dis que c'était triste. Et après coup, je me suis dit, ouais, mais en même temps, pour tous ceux qui sont pour la cause animale, c'est un animal qui est déjà mort. Donc en fait, tu lui donnes une seconde vie. Bon, et puis remettons-nous dans le contexte. Mais c'est vrai que ça fait un peu de peine de penser à un petit agneau, un petit veau. Or, rassure-toi, on lui fait une place de choix dans l'histoire de l'art parce qu'il va ce support très très précieux, très coûteux et réservé souvent aux œuvres les plus importantes. Précisons également que le vélin est donc employé souvent pour des livres très précieux, pour l'écriture et l'enluminure, donc enluminure à la gouache normalement, enfin l'équivalent de la gouache. Et là, ce dessin avec des techniques sèches, craie, pierre noire, sanguine, n'est pas courant du tout à la Renaissance.
On le retrouve éventuellement chez des pastellistes, donc des craies à sec dessus, au XVIIIe. Mais au XVe siècle, ça se fait pas de dessiner à la craie sur du parchemin. Et surtout, on connaît pas du tout de dessin sur vélin de Léonard de Vinci, alors qu'il a quand même fait beaucoup de dessins sur papier. Sachant que les artistes ont souvent des habitudes de travail, bon, c'est un peu curieux, mais c'est vrai que Léonard de Vinci aimait expérimenter. Donc pourquoi pas? Attends, j'ai une question. Vas-y. Désolée. Vas-y. Là, très clairement, c'est pas que trois couleurs, il y a du vert aussi. Ah dans oui, les vêtements dans le dessin, tout à fait. Pardon, j'ai l'impression d'être un commentateur de foot et je viens d'être très consciente du micro qui est devant ma bouche et ça m'a fait trop bizarre. J'étais en mode, tout à fait Jean-Pierre, en tournant la tête vers la droite. C'était super bizarre. Qu'est-ce que je raconte? Parlons d'art. T'as tout à fait raison et d'ailleurs, c'est un point que j'arrête pas d'oublier parce que c'est complètement atypique d'utiliser les 3 crayons sur un vélin et en plus de mettre de la couleur, de la craie colorée comme ça au XVe siècle. Enfin, franchement, si quelqu'un peut m'envoyer un autre exemple, je serais contente parce que j'en ai pas comme ça qui me... Ça a peut-être existé, mais comme ça, j'en ai pas qui me viennent à l'esprit. Oui. Et donc, ça serait... Et d'ailleurs, c'est pas du tout expliqué ce que c'est. Je me souviens juste que dans le documentaire donc, que j'avais vu en 2012 et qui n'existe plus, j'ai pas pu le revoir, malheureusement, il faisait appel à une copiste. Donc, j'avais trouvé ça marrant, qui faisait des tests avec des craies de couleur. Mais la craie de couleur, c'est quelque chose qu'on utilise plutôt au XVIIIe siècle, 17, 18. Je trouve ça très curieux. Alors, il y en a qui disent peut-être qu'il y a un peu de gouache, justement. Un petit mélange avec un petit peu de tempéra, comme dans l'enluminure. Bon. Oui, ça c'est possible. Oui, voilà, c'est possible. Mais c'est pas très expliqué dans la recherche. Alors, tu vas voir, il y a plein de scientifiques qui vont entrer en jeu et on n'en parle pas trop, c'est flou, quoi. On n'en parle pas. Et je pense que si on n'en parle pas, c'est parce que c'est pas du tout quelque chose que Léonard de Vinci faisait. Jamais. Voilà. Le vélin, tu peux pas l'éviter, t'es obligé d'en parler. Mais par contre, voilà, Léonard de Vinci a fait technique aux 3 crayons. D'ailleurs, je me suis bien repenchée sur ses dessins et je remarque qu'il utilisait énormément la sanguine. J'avais oublié à quel point. Et il fait des lavis un peu, peut-être de bistre, mais qui sont très orangés. Dans les cheveux, il y a des espèces de lavis un peu orange et il fait pas mal de couleurs rousses, tu sais, un peu blond vénitien. Donc voilà. Et d'ailleurs, cette jeune fille est blonde vénitienne. Hein. Au passage, c'est une couleur à la mode à l'époque, si on part du principe qu'elle a vécu à la Renaissance. Donc voilà, vélin atypique, mais pourquoi pas, c'est Léonard de Vinci, on sait que c'était un expérimentateur et qu'il avait un peu peur de rien aussi. Plusieurs choses vont retenir l'attention de Martin Kemp, donc le professeur, au-delà de la maîtrise du dessin, principalement sur la gauche du visage, les ombres hachurées qui font des obliques vers le haut gauche et pas vers la droite, tu vois ce que je veux dire? Oui. Un angle, voilà, ça fait des petites hachures, qui est une technique d'ombrage traditionnelle, vers un sens et pas l'autre. Et c'est une marque de fabrique des gauchers, parce que sinon ton bras te gêne. Et non, mais en plus, tu en mets partout. Voilà, il y a ta main qui en passe partout. Exactement. Donc c'est avéré que les gauchers, il y a peut-être des exceptions, mais la plupart du temps, les artistes gauchers de ce monde font ces hachures dans ce sens. Or, à la Renaissance, on connaît pas d'autres gauchers que Léonard. Déjà parce qu'il y en avait certainement d'autres, mais déjà les gauchers tout court étaient peu nombreux par superstition. On encourageait les enfants à utiliser la main droite. Je sais pas si c'était le cas en Italie, mais je suppose que c'était comme en France. Et aussi en fin de vie, Léonard aurait été handicapé de la main droite. Il se représente dans un autoportrait avec une main bandée et en crochet vers le haut, et il aurait eu certainement une maladie de la main droite. Donc dans tous les cas, il était ambidextre, mais il travaillait plutôt de la main gauche toute sa vie. Sauf que bon, allez, je rentre dans ma spéculation parce que je peux pas donner juste faire une retranscription de ce que j'ai lu, ça m'énerve trop. Bon. non, mais par contre, je dis pas que c'est pas un Léonard de Vinci. Soyons clairs, mais j'ai envie de peser le pour et le contre. Toutes les œuvres de Léonard de Vinci, il y a ces hachures vers la gauche, quoi. C'est complètement formel chez cet artiste. Sauf que là, ça peut pas être une preuve formelle parce que si on veut copier un artiste, déjà on copie Léonard de Vinci, et ensuite si un faussaire copie Léonard de Vinci, il peut pas passer à côté de cette information. Il est obligé, pour faire croire à un Léonard de Vinci, de faire ses hachures vers la gauche. Donc en fait, ce qui devrait être l'indice majeur d'authentification devient presque un cliché, et c'est pas du tout une gageure d'authenticité. Ça devrait te permettre de faire une liste de tous les artistes de tous les siècles qui ont été gauchers, et Léonard de Vinci fait très clairement partie de cette liste. Voilà. Mais ça veut pas dire que c'est Léonard de Vinci. Et c'est l'argument majeur avancé dans cette recherche de Martin Kemp. Donc il va prendre le taureau par les cornes, lui qui d'habitude rejette du revers de la main les siphonnés de Léonard, pardon. Jack, pardon.
n'importe quoi. Bon. Donc il prend le taureau par les cornes et va se charger de l'authentification pour Peter Silverman. Donc je parle plus de Peter Silverman maintenant, on se concentre sur Martin Kemp et les membres de la société Lumière Technologies, qui est basée à Paris, qui vont faire des photographies en résolution multispectrale de l'œuvre pour essayer de trouver des indices supplémentaires sur lesquels Martin Kemp s'appuiera. Alors, je sais pas si tu te souviens, il y a quelques années, il y a eu des photos de la Joconde qui ont tourné où on voyait à quoi elle ressemblerait si elle était dévernie. Oui. Voilà, et ben en fait c'est Lumière Technologies, donc c'est cette société qui l'a fait en partenariat avec le Louvre. D'ailleurs, ils avaient fait la même chose avec la Dame à l'Hermine. Et c'était à l'époque où la Sainte-Anne, donc de Léonard de Vinci, la Vierge à l'Enfant avec la Sainte-Anne, avait été dévernie aussi. C'est cette société que Martin Kemp va contacter. C'est une toute petite société composée du fondateur, Jean Pénicaud, et d'un ingénieur, Pascal Cotte, qui est à l'origine du développement d'un appareil de macrophotographie, donc très sophistiqué, qui te permet d'obtenir une image très haute définition de ton sujet. Avec ces photos ultra précises, ils ont trouvé plusieurs choses. Des empreintes, et là je fais un grand sourire encore une fois, des empreintes de doigts, c'est quelque chose qu'on trouve systématiquement dès qu'on essaie d'authentifier une œuvre et qui sont très souvent rejetées par la communauté parce que... Enfin bref, parce que... Donc là il y a une empreinte de doigt dans un angle à gauche. Je vais pas rentrer dans le détail, mais cette empreinte de doigt aurait été trouvée sur un autre tableau. Mais en fait, la personne qui a trouvé cette empreinte de doigt sur un autre tableau supposé de Léonard de Vinci, ben en fait, il a un passé de fraudeur. Ah oui. Du coup, la plupart des gens ne veulent pas entendre parler de cette théorie. Ils parlent également d'autre chose qui a complètement disparu de leur site officiel. Lumière Technologies, par ailleurs, consacre tout son site, qui ressemble un peu à une version Windows 98. Tout son site est consacré à cette recherche sur ce tableau de jeune femme supposé de Léonard de Vinci, mais ça parle très très peu de chiffres et d'analyses et il y a très très peu de documentation, on va dire de titres académiques. Bref, j'ai rien dit. Je t'invite à aller y faire un tour, c'est très intéressant. Et je pense que tu vas rigoler, en fait. Pardon. Mais en tout cas, il y a une autre chose qui est observée dans ces empreintes, c'est une paume de la main dans le... Et j'ai pas trop trouvé d'autres informations, mais en tout cas, on sait que Léonard de Vinci l'utilisait pour transmettre la texture de son épiderme à la peau de ses personnages, pour leur donner plus de réalisme. Ah oui. Donc je trouvais quand même ça cool d'en parler, même si dans cette recherche, je pense que c'est pas très important pour authentifier l'œuvre, mais je trouvais ça super cool. Non plus. Et il est avéré qu'il l'a quand même utilisé dans d'autres œuvres, en tout cas une œuvre, le portrait de Ginevra d'Ebenchi. Autre chose trouvée grâce à cette super macro, dans l'œil, on peut voir le dessin sous-jacent à la couleur, qui est construit, tu sais, comme les schémas d'optique où tu vois le reflet qui s'imprime dans la rétine, l'image inversée. Oui. Bon, alors là, on voit pas du tout ce que la jeune fille est en train de regarder. Il n'y a pas du tout de dessin au fond de la rétine. Ça va pas jusque-là. Mais il y a une forme très structurée de l'œil. Et c'est vrai que, voilà, Léonard de Vinci, on connaît sa passion pour la science, l'architecture, et il incluait des éléments scientifiques de façon quasi systématique dans ses travaux. Laissons un peu de côté la science et parlons de la jeune femme, de à quoi elle ressemble. On va parler surtout donc de costume, qui est donc dans un goût Renaissance, ou carrément Renaissance, hein, qui sait. Mais le costume est très très simple. Il y a peu de détails sur le vêtement, il n'y a pas de fioriture à part une broderie discrète sur l'épaule, et une crevée, tu sais, c'est la fente dans le tissu, qui laisse apparaître la couleur sous-jacente. Et Léonard de Vinci a laissé des textes où il dit que c'est très important de mettre des crevées aux manches des jeunes femmes pour les laisser bien bouger et bien s'actionner les bras. Je trouvais ça chouette. Voilà, donc on sait ça. Par contre, j'avoue que j'ai quand même je suis pas du tout une experte, mais j'ai une passion pour le costume historique. Et je n'ai jamais vu ce type de crevée de ma vie. Jamais, jamais, jamais. Mystère. Et je vois pas très bien comment elle fonctionne non plus. Ce qui va attirer notre attention, c'est la coiffure, parce qu'en comparaison du reste, elle est très sophistiquée. Et plutôt que sophistiquée, parce qu'elle est pas très précieuse, elle est surtout très codée. Elle est composée de 3 parties. T'as la trinzale, qui a un petit chapeau derrière la tête, avec des petits croisillons des lanières entrecroisées. La lenza, qui est un ruban qui maintient la trinzale, donc le bonnet au fond, là. Et souvent, normalement, dessus, t'as des bijoux, comme la belle ferronnière, t'as des pierres dessus, des choses. Là, il y a rien du tout, c'est juste un fil. Et ensuite, tu as le coadzone, qui est la longue queue de cheval ou tresse enrubannée dans le dos. C'est assez particulier
coiffe. Hyper codé, et c'est ça pour le coup c'est très très intéressant parce que ça va nous permettre de dater avec précision le tableau ou en tout cas la tenue de la jeune fille. Et par contre voilà, ça reste quand même très simple, c'est très codé mais il y a aucun bijou, aucun fil métallique, rien. Bon après voilà, c'est vrai que la fille est très très jeune et qu'à l'époque les jeunes filles n'avaient pas trop d'accessoires avant le mariage, ça serait plutôt réservé à des femmes mariées, tu vois, normalement. Cette coiffure va donc permettre de dater très très précisément le tableau, si on part du principe qu'il est de la Renaissance, puisque d'origine espagnole, cette coiffure est introduite à la cour de Milan en Italie par Béatrice d'Este en 1491, et elle sera à la mode jusqu'en 1499, donc les 10 dernières années avant 1500 du XVe siècle. Voilà, donc là c'est vraiment de cette période dont on parle. Béatrice d'Este, c'est la femme de Ludovico Sforza, duc de Milan, extrêmement influent en Italie, hein, c'est un des big boss. Rappelons qu'à cette époque, l'Italie est composée de plusieurs régions sur lesquelles règnent de grandes familles. Notamment, sous l'influence de Ludovico Sforza, Milan va être explosé, quoi. Et Béatrice d'Este a marqué la Renaissance parce qu'elle était considérée comme l'une des plus belles princesses et l'une des plus accomplies. Elle s'est notamment entourée de poètes et d'artistes, dont Léonard de Vinci, dont elle était très proche. Elle est imitée de toutes les femmes, c'est elle qui crée la mode. Qui dit mode dit tendance passagère et qui va être remplacée par une autre. Donc on peut dater la coiffure avec vraiment une date précise. On sait à quel moment elle était à la mode. Est-ce que tu penses qu'un artiste donc des pré-raphaélites ou quelque chose comme ça pourrait avoir accès à une information comme ça? Est-ce qu'il y avait, tu penses, des données sur les coiffes des femmes J'y viens. Non, oui, pardon, je te non, t'inquiète pas du tout. Déjà, tu vois, j'ai parlé de la crevée dans l'épaule. On sait que Léonard de Vinci en parlait. Hein. Donc voilà, déjà, il y a ça. Après, je reviendrai un peu sur la broderie du vêtement, mais j'ai tellement d'informations à dire, ça va durer 1000 ans, oui, bien sûr, il y a des choses documentées, et surtout, t'as plein de portraits de cette époque, de profils, qui portent cette coiffure. Et c'est d'ailleurs grâce à ça qu'on sait qu'on connaît notamment les dates de mode de la coiffure. Tu peux comparer avec d'autres femmes qui la portent. Tu sais à quelle date le tableau a été peint. Et en fait, la mode avance très vite en fonction des alliances des maisons au travers des mariages. Et les portraits officiels, c'est souvent des portraits de mariage notamment. Et on peut être certain, vu que c'était une cour très très importante, très riche, très artistique, humaniste, etc. On peut être sûr que les dames n'étaient pas has-been, si tu veux. Elles portaient des coiffures qui étaient à la mode quand elles ont été représentées. Si tu regardes tous les portraits de femmes de cette période, tu vois à quoi ressemble ce costume. On cherche un modèle ayant vécu à la cour de Milan, a priori qui est non marié et ayant, d'après son visage, une quinzaine d'années dans les 10 dernières années du XVe siècle. Je suis pas une spécialiste, mais je suppose qu'il y avait pas mal de jeunes filles à la cour de cet âge qui auraient pu être des candidates. Surtout que celle-là a pas spécialement d'attributs qui puissent la lier à une famille en part. Pas de blason, pas de symbole. La coiffure simplifiée au maximum, on dirait presque une standardisation dans un magazine. C'est à croire que tout est le plus plat possible pour qu'on puisse pas savoir qui c'est. Alors j'ai lu par endroits que les couleurs de la robe rouge-vert seraient les couleurs de la famille Sforza. On va donc réduire les candidates aux familles les plus puissantes de Milan, et on a déjà un nom puisque la famille la plus puissante, ce sont les Sforza. Or, on sait donc que Léonard quitte Florence pour Milan en 1482, où il va proposer ses services d'ingénieur de guerre à Ludovico Sforza, parce que Ludovico Sforza, en fait c'est un condottiere, donc tu sais c'est un mercenaire privé. En gros, un général d'armée privé que tu payes, tu vois, ponctuellement pour résoudre les conflits entre régions, en gros. Et donc, c'est pour ça que Léonard vient en espérant être ingénieur de guerre, mais finalement, en fait, Ludovico Sforza a d'autres plans, parce que son neveu est mort dans de drôles de circonstances, et en fait, c'était lui l'héritier légitime, et c'est Ludovico Sforza qui a pris sa place, si tu veux. Donc, un peu fou, et du coup Ludovico Sforza en tout cas fait plein de commandes et va encourager l'art pour un petit peu se faire pardonner. Ouais, voilà, disons offrir une meilleure image, faire un petit peu oublier toutes ces histoires. Et notamment c'est Ludovico Sforza qui commande la scène fresque de Léonard de Vinci. Voilà. Donc Léonard de Vinci devient très intime avec la famille, comme je le disais, il était notamment très proche de Béatrice d'Este, dont t'as un portrait sur papier, justement, un dessin. Le tableau, je crois qu'il est perdu. Et il a peint d'autres portraits associés à la cour, comme les maîtresses de Ludovico Sforza, Cecilia Gallerani, qui n'est autre que la dame à l'hermine,
et Lucrezia Crivelli, qui serait la belle ferronnière, qui font partie des rares portraits de femmes de Léonard de Vinci. On n'en connaît pas 1000 quand même. On a donc un mécène qui arrête pas de commander les portraits des femmes autour de lui à Léonard de Vinci, donc c'est très tentant de penser que la jeune fille puisse faire partie de ce cercle. Les chercheurs vont faire des analyses pour essayer de prouver au moins définitivement que le dessin date de la Renaissance. Alors, le carbone 14, c'est... en fait, dans la nature, tu as la matière carbone, qui a plusieurs formes, qu'on appelle isotopes, dont le carbone 14, qui est un isotope donc, du carbone. Cette forme est radioactive, et sa radioactivité décroît très régulièrement avec le temps. Donc, ce carbone 14 se forme dans les hautes atmosphères de la Terre, et comme tout isotope de carbone, il va se combiner avec l'oxygène dans l'atmosphère et former du CO2. Ce CO2 est assimilé par les organismes vivants, comme les plantes, et les animaux qui consomment les plantes. À leur mort, donc végétaux ou animaux, la quantité de carbone 14 assimilée diminue progressivement dans l'organisme qui était vivant. L'organisme a aussi assimilé du carbone 12, qui lui ne bouge pas. Donc en fait, on va servir en gros la quantité, enfin je suis pas experte, mais la quantité de carbone 12 au moment de la mort dans l'être vivant, vivant, comme point de référence, et ensuite on va faire le décompte de la diminution de carbone 14 en convertissant ça en années humaines, voilà, pour avoir une estimation en gros du temps passé depuis la mort de l'animal. Donc évidemment, c'est pas hyper précis. Petite précision, pareil, c'est pas du tout précisé dans la recherche. Donc j'imagine qu'ils ont gratté un peu du parchemin au dos, puisque c'est une peau animale et que l'animal a assimilé du carbone 14. Donc tu peux le dater comme ça. Et il faut entre 5 mg et 2 g d'échantillon. Voilà, je voulais préciser ça. Et donc l'analyse va dater le vélin entre 1440 et 1650. Alors précision, parce que si tu vas sur Lumière Technologie, ce n'est pas dit comme ça, mais moi je vais le reformuler autrement. Cela confirme que le vélin date de la fin du XVe siècle, début XVIe, voire jusqu'au début du XVIIe, mais ça ne veut pas dire que le dessin date de cette période, puisque des vélins blancs dans des livres, il y en a, ça existe. Et là, il est très important de dire que ce vélin, je ne l'ai pas dit jusque-là, a été coupé sur la gauche. Il y a des trous, et je reviendrai dessus plus tard. Mais donc, c'est un secret pour personne. Un vélin qui a des trous sur la gauche et qui a été découpé, c'est un vélin qui vient d'un livre. Donc la période, même si elle est large, ça fait 210 ans de fourchette, correspond quand même à l'analyse du costume et de la coiffure. On peut donc très sérieusement étudier maintenant les jeunes femmes de la cour de Ludovico Sforza. Martin Kemp va alors proposer un nom qui n'a pas de visage, puisqu'il s'agit de Bianca Sforza, fille illégitime de Ludovico Sforza, qui n'a donc jamais eu de portrait, avant qu'il ne la reconnaisse pour la donner en mariage en 1496 à Galeazzo Sanseverino, qui est un de ses hommes de main, qui est un commandant des troupes milanaises, donc condottiere à sa place, en gros, puisque lui, il se rachète une image plutôt d'homme de grand monde après avoir fait de nombreuses batailles, et maintenant il est très sage, mais du coup, il a ce Galeazzo servi de condottiere à sa place, et c'était un mécène de Léonard, et tu connais peut-être son portrait, puisqu'encore une fois, Léonard de Vinci a fait très peu de tableaux, et il a notamment peint le portrait de Galeazzo Sanseverino, c'est celui qui a le petit bonnet rouge, un peu rouge. Oui. Voilà. Oui, j'aime bien ce tableau. Oui, il est très joli. Donc si c'est bien le portrait de mariage de cette fille qui est légitimée, Bianca, elle aurait 13 ou 14 ans quand elle pose sur le portrait, donc ça correspond au visage de la jeune fille, et elle mourrait quelques mois plus tard. Ça, c'est la petite parenthèse pour pleurer. Mais je la précise quand même, parce que donc ce serait le premier et dernier portrait officiel de la jeune fille, le seul connu. Et je précise l'histoire donc elle meurt l'année après son mariage, puisque Kemp note son expression pensive qui s'inscrit tout à fait dans la maxime de Léonard, qu'un portrait devrait représenter les agitations de l'esprit, et que c'est tout à fait normal, étant donné que cette jeune fille est en train de quitter l'enfance, et voilà. Bon bref, ne tombons pas dans le sentimentalisme. Ouais, non mais c'est trop facile, c'est... Voilà, bon. Mais c'est vrai. Et alors, j'ai envie de le dire maintenant parce que j'ai trouvé ça très drôle. Je crois que c'était sur The Guardian où le journaliste disait arrêtez de nous vendre ce tableau comme un tableau de Léonard de Vinci. Elle est moche, elle est plate, elle a un regard de veau. Bah, sympa.
Et moi, je trouve qu'elle a pas du tout un regard de veau. Elle a un regard pensif, mais c'est vrai que c'est un peu plat. Bon, bref, passons. C'est sûr qu'il y a quelque chose quand même dans le regard. Ça, c'est vrai qu'il y a. Mais le dessin, il est un peu plaqué. Oui. Les lignes sont un peu rigides, on va dire. Mais le regard a une expression pour moi. Il est pas du tout vide comme un veau. Bon, bref. Non. C'est pas parce qu'il y a un vélin dans l'histoire qu'elle doit aussi être une jeune fille morte. Mais bon, bref, n'importe quoi. Donc l'histoire aurait pu s'arrêter là parce qu'en fait, à ce stade, Kemp est bloqué. Il a donné un nom, mais il y a rien pour le confirmer. Donc je t'ai parlé du fait que ça vient certainement d'un livre, puisque t'as les trous des fils de couture, et que le vélin aurait été donc découpé et collé sur un panneau comme un tableau. Et alors là, donc Kemp, qui n'a plus d'indices, reçoit un message du docteur Edward Wright, professeur associé de l'Université d'art de Floride du Sud. Et ce docteur suggère à Kemp qu'il pourrait obtenir sa confirmation dans un livre appelé la Sforziade, qui se trouve à la Bibliothèque nationale de Pologne. Il décrit le volume comme un livre commémoratif du mariage de Bianca Sforza, qui pourrait justifier une commande de portrait à Léonard de Vinci, qui se prêterait donc au jeu de dessiner sur un support atypique, puisqu'il faut l'inclure au livre. Et ça, en vrai, c'est plausible, tu vois, pourquoi pas. Ça pourrait expliquer pourquoi Léonard de Vinci a utilisé un support qui est pas du tout dans ses habitudes et qu'il a jamais réutilisé. Voilà, pour faire un cadeau à la grande famille de Sforza, Sforza qui sont ses amis, pourquoi pas. D'ailleurs, ils obtiennent une bourse du National Geographic à ce moment-là. Documentaire donc pour le documentaire qui va tout suivre, qui va tout filmer, dont les faits que je vais te rapporter maintenant, qui ont été filmés en action. Sauf que le documentaire a été supprimé plus tard et j'ai trouvé des informations à ce sujet. Les chercheurs vont se rendre en Pologne. Ils vont encore réaliser des macro-photographies des tranches du livre, donc des côtés, pour voir les pages. Parce qu'en fait, le livre, tu sais, c'est très très serré et en fait, plus un livre vieillit, plus il devient rigide et c'est trop. Tu peux pas l'ouvrir à 180 degrés. C'est hyper dangereux. Non. Tu l'ouvres à des angles beaucoup plus réduits. Petit pro tips pour les gens qui écoutent, ne jamais ouvrir un livre ancien à 180 degrés. Si vous sentez que ça force, il faut s'arrêter, il faut plus ouvrir, même si on n'arrive plus à lire ce qu'il y a dedans, tant pis, vous ne forcez pas. C'est un fait, ça casse la reliure, ça ne sert à rien, voilà. Appelez un restaurateur. Donc, ils vont réaliser leur macro des tranches, donc du côté, pour voir les pages sans avoir à ouvrir le livre. Et alors là, comme tu m'as dit que tu voulais apprendre des choses sur le papier, j'ai encore des définitions. Oui. En fait, tu te souviens de tes cahiers d'école, quand t'enlèves les agrafes au milieu, tu te retrouves avec des pages pliées en deux, enfin des feuilles pliées en deux, qui s'insèrent les unes dans les autres. Oui. Et ben, en fait, c'est le principe d'un livre. Donc, c'est ce qu'on appelle des cahiers, hein, comme le cahier d'école. Oui. C'est plein de feuilles pliées en deux et insérées les unes dans les autres. Et un livre. Donc, dans un livre, il y a plusieurs cahiers, c'est ça? Exactement, tu as tout compris. Oh d'accord, oui, je t'ai coupé. Non, c'est tout à fait ça. Je vais faire la bonne élève. C'est parfait, mais c'est trop bien, tu suis, je suis contente. Non, parce que là, je voyais Perrine en train de s'endormir. N'importe quoi. Oh. donc voilà. Donc oui, t'as plein de cahiers. Et la reliure, en fait, donc à la place des agrafes, passe donc dans les trous dans ton pli et va monter tous les cahiers ensemble pour que ça fasse un tout. Donc cette feuille qu'on plie en deux s'appelle un bifolio, 2 feuilles. Donc en faisant ta macro, en théorie, si tu photographies le côté de façon ultra précise, comme j'expliquais avec plein de points, t'es censé plus ou moins pouvoir voir toutes les pages qui s'emboîtent par deux en fait. D'accord. Et donc s'il manque une page, t'es censé le voir. Donc voilà. Et là, ils se rendent compte qu'en effet, il manque une page. Incroyable. Et que le petit bout de marge découpé, quoi, avec le couteau, est collé, en fait, sur la feuille suivante. Et bingo, et tu le vois sur la vidéo, tout au début du livre, donc c'était bien la peine de faire tout ça, il manque une page qui aurait été placée juste avant une page enluminée où il y a toutes les armes de la famille Sforza. Du coup, cette fille donc elle a été reconnue quand même. Ouais, oui. Mais ce qu'ils veulent dire, c'est que ce livre, enfin, je vais y venir, je vais t'expliquer maintenant ce que c'est que la Sforziada, parce que c'est un concept dans la famille Sforza, c'est très important, puisque ça s'appelle la Sforziade. Tu vois un peu l'idée ou pas? C'est un peu comme la balade, mais des Sforza. Et en fait, Francesco Sforza, le père de Ludovico Sforza, était donc lui aussi un très grand condottiere, qui était très connu pour les razzias, les coups de main, tout ça.
C'est sa famille en fait a fait partie. Enfin, faut connaître l'histoire de l'Italie. Moi-même, encore une fois, je suis pas experte, mais c'est la famille qui a détrôné les Visconti, si tu veux, parmi les familles les plus influentes. Et ensuite, les Sforza se sont imposés pendant plusieurs générations, en gros, jusqu'à ce que Louis XII de France les boute, enfin les chasse de Milan et prenne la place. Parce que Louis XII, donc de France, est l'héritier légitime par sa grand-mère des Visconti, que les Sforza ont dégagé plusieurs générations plus tôt. Voilà, donc c'est un peu pour les Français, voilà, c'est eux les vrais héritiers de Milan en gros, et ils dégagent donc les Sforza à ce moment-là. Et d'ailleurs, Ludovic Sforza sera emprisonné au donjon de Loches, qui est une ville en Touraine, d'où je viens. Attends, tu viens de Loches ? Non, je viens de Touraine, mais c'est une ville de la région dont je viens. Je viens de Tours, je suis née à Tours. Oui, ah d'accord, pardon. Ouais, c'est grave. Attends, j'ai perdu le fil, je pensais que t'étais née. Il y a trop d'infos. À Milan. Non. Ok. Louis XII, en gros, Louis XII, il reprend Milan et il envoie Ludovic Sforza pourrir dans un donjon. D'accord, ok. À Tours, en France, en Touraine, à côté de là où je suis née. Voilà, donc je connais en tout cas cette ville et je conseille à tout le monde si vous avez l'occasion, si t'as l'occasion de visiter ce donjon, parce que alors c'était une prison dorée, hein, il était pas maltraité si tu veux. Bon, il y est mort. Il est resté 4 ans dedans, il est mort. Et après, ses restes ont été un petit peu cachés, on va dire. Il y a eu des découvertes il y a pas longtemps, mais en tout cas, sa sépulture a été un peu cachée pour bien montrer que c'était pas lui l'héritier des Visconti, bref. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans son donjon de Loches, il y a des peintures naïves au mur avec des lettres, des étoiles, et ce serait lui qui les aurait peints. Je voulais juste rajouter ce petit truc, je trouvais ça chouette, c'est très joli, enfin, c'est complètement naïf, mais c'est joli, et c'est pour montrer à quel point c'était un passionné d'art, tu vois, c'était quand même sincère, hein, même si c'était un coup pour légitimer, de propagande pour légitimer son pouvoir, si tu veux, voilà, c'était quand même un passionné d'art. Fin de la parenthèse. Donc, la Sforziada. Francesco Sforza va faire écrire par un poète un récit épique sur sa famille. Donc ça sera écrit en latin et il va le faire traduire en italien et imprimer, donc des incunables, c'est les premiers récits imprimés, très, très rares encore une fois. Il va faire imprimer ce texte en 3 exemplaires qu'il va offrir à différents membres de la famille, voilà, pour leur rappeler leurs nobles origines, la gloire de leurs ancêtres. Enfin, surtout sa gloire à lui, hein, qu'on se le dise. Voilà, donc Ludovico Sforza en avait des exemplaires, enfin un exemplaire, et il en aurait fait faire donc le 4e, qu'il aurait offert à, j'ai oublié son nom, San Severino. Sauf que ce livre ne parle pas du tout du mariage, c'est le récit passé de la famille des Sforza, dont, entre guillemets, Bianca Sforza ne faisait pas partie avant qu'on la légitimise pour le mariage. Donc c'est vrai que c'est un peu inattendu de trouver un portrait de Bianca Sforza au début de ce livre. Bon, accroche-toi, j'arrive au bout de cette histoire. Donc, nous sommes à la Bibliothèque nationale de Pologne. Là-dessus, Kemp et Cott ont apporté une reproduction imprimée du dessin aux dimensions exactes, je fais des gros guillemets, de l'œuvre. Ils la placent dans le livre, tout est filmé. Toute la bibliothèque retient son souffle et là, il place la reproduction donc dans la page manquante du livre et incroyable, les 3 coutures correspondent. Sauf que on se rend compte rapidement qu'en fait, il n'y a pas 3 coutures, mais il y a 5 coutures dans le livre. Et voilà l'explication que vont donner Cott et Kemp. Le livre aurait été relié. Ils expliquent qu'à ce moment-là, le dessin aurait été détaché et carrément retiré et monté sur panneau et comme une œuvre indépendante. Et qu'ils auraient rajouté 2 coutures supplémentaires dans le livre. Sauf que, et alors maintenant, je vais tout casser. J'ai pas construit grand chose puisque j'arrête pas de tout critiquer depuis le début, bref. Je ne bluffe personne avec mon histoire, mais je tiens à préciser que j'ai pas d'avis tranché. Cott et Kemp disent que, en fait, au début, il y aurait eu donc 3 coutures, puis 2 rajoutées, et que les 5 n'ont pas toujours été présentes, sauf qu'en fait, ils vont revenir là-dessus. Toutes ces infos vont être supprimées de leur site, le documentaire de la National Geographic supprimé, et on peut plus entendre le moment où ils disent ça, mais ils seront revenus sur leur parole, et en fait, il y a toujours eu 5 coutures dans le livre, toujours.
La conservatrice qui est dans la vidéo ne dit rien quand ils disent ça, mais après coup, elle l'a confessé. Et aussi, Si tu as des doutes, faut pas hésiter, quoi. Je pense que justement, au contraire, si alors, c'est là où ça devient intéressant, justement. C'est que si tout le monde dit oui, oui, dès qu'il y a une caméra, c'est sûr que c'est trop facile après. Bien sûr, mais c'est là où ça devient intéressant et où il y a plein d'informations ensuite. C'est qu'en fait, ce film est une mise en scène, en tout cas ce passage. Le moment où ils mettent le fac-similé dans le livre, c'est pas du tout. Ils l'avaient déjà fait avant, ils l'ont refait pour la caméra. Et en fait, ce fac-similé ne va pas du tout au tout début du livre devant les armes de la famille, mais la page manquante est en plein milieu du livre dans un endroit random. Et sur Internet et le site de Lumière Technologie, tu peux voir les photos où la page coïncide avec l'emplacement. Et il y a quand même quelque chose de très bizarre, c'est que les seules photos où on pourrait potentiellement voir vraiment la couture en face des perforations, eh bien ces photos, tu vois que les 2 points en haut. Et c'est celle que je mets dans la vidéo. Donc en fait, t'as aucun moyen de confirmer que la 3e couture match aussi, tu le vois pas. Donc c'est un peu facile. Mais c'est ça, c'est exactement ça, c'est que s'il force le puzzle, quoi. C'est vraiment forcer une chip là où ça ne passe pas, quoi. Donc ils disent quand même, ils prennent des petites pincettes et ils disent oui, il y a un tout petit décalage de quelques millimètres par rapport au trou, parce qu'en effet tu le vois un petit peu sur la photo quand même. Et ils disent mais c'est normal, il y a eu des variations hygrométriques, Oui. ce qui serait possible parce que le parchemin était collé sur un panneau de bois, donc il a forcément changé de dimension. Mais il y a des chercheurs donc, qui retranscrivent tout sur leur site, qui se sont rendus à la Bibliothèque nationale de Pologne, qui ont demandé à voir l'exemplaire de la Sfortiade. Et qu'est-ce qu'on apprend dans la biologie ? On voit qu'il n'y a pas 5 trous, donc déjà qu'il devait y en avoir que 3 à la base. Il n'y a pas 5 trous, il y en a 10, il y en a 2 tous les 5 trous, quoi. Et que le fameux décalage de quelques millimètres fait parfois plus d'1 centimètre de décalage par rapport aux mesures données sur le site de Lumière Technologie. Et les chercheurs confirment également que le vélin de la Sfortiade est bien du vélin très transparent, très blanc, mais quand tu zoomes sur les meilleurs exemplaires en ligne de ce portrait de jeune fille, tu vois très bien tout le grain de la peau et tu vois même les cicatrices de l'animal, donc c'est pas du tout un vélin a priori. Alors on peut pas le voir en vrai, mais a priori c'est pas... il y a d'autres incohérences à ce niveau-là. Ça ne vient pas du tout de cette Sforziade. Alors, est-ce que c'est Bianca Sforza ? Qui sait ? Voilà. Et moi, le truc qui m'embêtait le plus, donc d'un point de vue technique, c'est au niveau de l'œil. Oui, il y a cette transparence que tu retrouves dans des dessins de femmes de Léonard de Vinci, avec cette pupille presque disquaire. Mais premier truc qui me marque, c'est que les traits sont très incisifs, et c'est pour ça que je dis que j'adore l'école romantique néo-gothique du 19e, c'est que ce que j'aime dans cette école, c'est que t'as tout le charme de la Renaissance, mais avec des traits incisifs, et au risque de me faire des ennemis, j'aime pas trop les modelés de la Renaissance, c'est pas mon truc. Les paupières lourdes et tombantes, tu sais, il y a toujours des bourrelets sous les yeux chez Léonard de Vinci. Dans ce profil de jeune fille, t'as cette modernité hyper droite, hyper carrée, et incisive sous l'œil, que je trouve très moderne. Mais il y a donc un truc pour la conclusion, c'est que la veuve, la femme qui avait mis le tableau chez Christie's, en fait, c'était la veuve d'un restaurateur d'art de tableaux. J'ai plus son nom, Giannino Marchig. Et la veuve, donc, a intenté un procès à Christie's, qu'elle a d'ailleurs pas gagné. Parce qu'elle dit que c'est une faute professionnelle, erreur d'authentification. Oui. Et en fait, d'un coup, là, j'étais en train de lire tout ça, je savais plus quoi penser, j'étais un peu perdue moi-même. Enfin, c'est difficile, tu peux pas savoir, il y a trop d'infos contraires. Et puis là, je me dis tiens, mais c'est qui ce restaurateur Marchig ? Est-ce qu'il est connu d'ailleurs, tu vois ? Est-ce que c'est parce que t'as plein d'articles où ils te le présentent comme un... Ils disent la veuve de Marchig, mais ils te disent pas son prénom et ils ont l'air de dire un petit restaurateur sans importance. Bon. Et puis je cherche et là je tombe sur Giannino Marchig. Ils disent pas du tout restaurateur en premier, c'est un artiste du début du XXe siècle. Et puis je regarde un peu ses œuvres et là je tombe nez à nez. Donc on parle de sentiments, d'émotions personnelles. Je tombe sur un de ses autoportraits.
et j'ai bugué. Parce que tu pourrais croire que ce profil de jeune fille, c'est la fille de ce peintre. Attends. Euh, comment Non, non, j'ai compris, mais juste, il faut que je regarde une photo du coup. Alors, Tu il vas peut-être s'appelle pas avoir comment? le même ressenti. Je te parle vraiment de ressenti hyper personnel, hein. Mhm. De personne qui n'est pas historienne, n'est pas scientifique, qui a juste des notions de tout ça, mais qui par contre dessine et étudie de très près les techniques artistiques et comment on reproduit des méthodes, comment les artistes fonctionnent, quel type de traits, quel type de main, quel type de logique artistique. Et moi, quand je vois cet autoportrait de donc Giannino Marchig, Giannino. j'ai un bug et je sais pas. Je ressens la même chose que j'adore sur ce profil de jeune femme. Hmm. Et c'est complètement, c'est de l'instinct, quoi. Il y a plein de gens qui vont dire mais n'importe quoi, aucune preuve. Et c'est le problème de l'instinct. Et on a tous un sentiment devant une œuvre. Oui. Et moi, mon premier sentiment, c'est que après avoir lu tout ça, avoir plein d'infos contraires, bah, je vois ça, personne me l'a soufflé, mais je me dis ah. Mais donc, ce serait ton hypothèse, c'est que c'est lui qui l'a dessiné? Très honnêtement, je ne suis sûre de rien et même mon hypothèse, j'en reparlerai plus tard. Voilà, pour l'instant, c'est assez nouveau cette idée-là de Giannino Marchig. Ce que je remarque quand même, c'est un restaurateur qui a travaillé par le passé sur une des Jocondes, puisqu'il y a plusieurs Jocondes. Et surtout, je remarque dans son œuvre donc artistique, hein, rien à voir avec le restaurateur, que c'est un passionné de diverses techniques. Et alors peut-être que je me reconnais un peu en lui parce que je fais un peu pareil, avec évidemment beaucoup moins de talent, mais j'ai tendance à explorer plein de techniques et j'adore copier divers artistes. Et c'est vrai que ça peut créer des œuvres qui ressemblent un petit peu à des collages. Donc voilà, je reconnais ces points-là et vraiment regarde son œuvre, regardez ses œuvres. Elles sont toutes dans des styles différents et c'est assumé. Et il touche clairement à plusieurs courants artistiques de plusieurs époques, plusieurs siècles, avec brio, franchement, la plupart du temps. Et même si tu peux ressentir la petite touche moderne. Et quand il crée, dans son style, on va dire, il a cette touche assez incisive avec... il contourne beaucoup les visages, ce qui se faisait pas mal au début du siècle, en tout cas chez les Américains. Et dans ses créations, quand il développe son propre style, je trouve qu'on retrouve complètement cette touche incisive, donc assez cassée, et notamment sous l'œil, les yeux assez droits, mais en plus ça correspond complètement au courant artistique dont il faisait partie, en fait, il est de son temps cet artiste. Et il y a aussi ce contour des corps, des visages, avec cette espèce d'ombre sombre. Voilà, moi, ce tableau, depuis le début, je trouve qu'il fait un peu collage. Et encore une fois, c'est ce que j'aime bien, en général, dans les œuvres d'art, c'est ce côté collage, un peu découpage des figures. Et tu vois, je suis pas formelle, je dirais pas que c'est lui qui l'a créé, mais c'est possible. Et si c'est pas lui, la seule chose qui ressort pour moi, c'est que ce serait certainement une œuvre d'un proche de Léonard de Vinci, un élève, un suiveur. Et je note plusieurs choses comme ça. T'as les broderies sur l'épaule, c'est exactement les mêmes que sur un buste contemporain de Léonard de Vinci, un buste de Morano, de Béatrice d'Est. Et il y a exactement ces broderies dans la coiffe ou le vêtement du buste de Béatrice d'Est, je sais plus. La peau, alors de façon extraordinaire, je mettrai un lien en description aussi parce qu'il faut absolument comparer. J'ai été bluffée de la ressemblance, mais vraiment hein, au trait près, à la couleur près, de la peau, et je suis très exigeante quand je compare deux choses. Ce serait peut-être ma seule expertise, c'est d'être ultra exigeante sur la technique. Comparer la peau donc de cette jeune fille avec la peau du portrait de jeune homme, autoportrait présumé, de Lippi. Incroyable, c'est exactement la même chose avec les lignes dans la peau. Enfin franchement, il faut regarder, ça vaut le coup. Déjà parce que c'est très beau, mais vraiment très très proche. Et il y a d'autres choses comme ça. Les cheveux, je retrouve les cheveux de chez Boltraffio, la rousse, portrait de jeune fille rousse. Boltraffio qui est un élève de Léonard de Vinci. Et dans la technique, les yeux, etc., je trouve aussi un petit peu de Melzi.
avec les couleurs, la forme du nez, les contours cernés. Enfin, c'est que des contemporains de Léonard de Vinci. Alors, tu pourrais penser, mais il y en a plein où c'est pas logique, ils vivaient pas à Milan à ce moment-là, ils ont aucune raison de portraiturer une Milanaise. Mais du coup, ça reste des inspirations potentielles pour un artiste contemporain, enfin plus récent, pas contemporain, mais à partir du 18e, 19e. Ça peut être une copie ancienne, une inspiration ancienne, même si ça se faisait pas trop de pasticher comme ça avant le 19e siècle. Et il aurait eu accès à un vélin du 15e siècle. Oui, oui, en vrai, tu peux te débrouiller, hein. Il avait beaucoup d'argent, hein. Tu sais, t'achètes un livre rare, Ouais. t'enlèves une page blanche, c'est possible. C'est souvent ce qu'on retrouve chez les faussaires. Je dis pas que c'est un faussaire, dans le sens où je dis pas qu'il a voulu tromper des gens. Non, mais par accident, Par il a été curiosité. vendu ce tableau. Oui, voilà. Il y a un gars qui est spécialiste. Mais, ah oui, et au passage, la veuve de l'artiste, Jeanne Marchig, dit que son mari avait toujours été hyper secret sur ce tableau et qu'il voulait pas en parler. Donc t'en as plein qui vont, encore une fois, voilà, pour faire court et caricaturer, t'as ceux qui vont dire, oh là là, tant de mystère autour de ça, c'est que c'était un Léonard de Vinci caché. Et moi je dirais, bah non, c'est juste qu'en fait, t'adores explorer et que t'es trop content de ton truc et que t'es un peu gêné de dire que t'as pastiché un artiste, tu vois, ou j'en sais rien. T'as pas envie de passer pour quelqu'un qui fait une caricature. Mais si tu veux, il y a beaucoup d'éléments. Si je devais imiter une œuvre, clairement, je ferais plein de recherches et je composerais une œuvre inédite, évidemment, un truc inexistant. Pour moi, j'utiliserais une technique qu'on connaît pas trop chez l'artiste, mais qui est pas impossible non plus. Surtout chez un artiste qui est curieux et on sait qu'il est expérimenté. Mais tu vois, je ferais une technique qui est suffisamment éloignée suffisamment proche de ce qui existe, mais suffisamment éloignée pour qu'il n'y ait rien de comparable directement. Pour qu'il semer le doute, qu'il n'y ait pas trop de points sûrs de référence. Et ensuite, eh bien, tous les éléments de pastiche, d'association, je les simplifierai au maximum pour, encore une fois, ne pas montrer mes lacunes. Tu vois, tu peux être expert des matériaux, des techniques, des supports, mais tu vas pas commencer à inventer des bijoux alors que tu t'y connais pas en taille de pierre. C'est trop risqué, en fait. Je pense que oui, oui. Non, t'as raison, c'est un peu comme bon, après le Salvatore Mundi, il y a des chances que ce soit un élève, tu vois, mais c'est vrai que tu vois, encore l'œuvre parfaite, il y a pas vraiment de preuve écrite dessus. Après, avec le Salvatore Mundi, il y avait même des détails de dessin de la main de Léonard de Vinci qui supposaient qu'il y avait eu une recherche au moins. Donc, alors que là, c'est vrai que c'est vraiment inédit. Donc, effectivement, c'est pas comparable. Mais ce qui est marrant, c'est que oui, c'est que cette personne s'est décidée que c'était un Léonard Ouais, et tu trouves de tous les Vinci indices. et qui force un peu cette attribution. C'est alors que je suis sûre qu'il s'il cherchait autre autre part, peut-être qu'il trouvera un truc qui sera beaucoup plus similaire et correct et probable, Ouais. crédible. Bah, tu vois, moi, mon premier sentiment, avant d'aller chercher ce restaurateur où j'ai eu ce bug, et c'est comme au début, là, quand Martin Kem dit j'ai eu un frisson en voyant le dessin, bah, je peux pas du tout me fier à mon ressenti personnel. Je sais que c'est pas, enfin, voilà, c'est pas fiable. Moi, ma première idée, c'était de me dire, c'est une œuvre Renaissance, parce que c'est vrai que quand même, faut aller le chercher, ton vélin que tu coupes. Ah, il y a un autre truc que j'ai oublié, c'est qu'en fait aussi, dans l'analyse de Kemp et Cott, ils arrêtent pas de parler, ils parlent même de toute une analyse grâce à leur fameuse macro, donc on dirait un peu une pub en vrai de leurs produits. Ils disent grâce à la macro, ils ont pu évaluer la transparence du vélin, c'est le plus fin, le plus transparent et tout. Quand tu zoomes en gros sur l'œuvre, tu vois à fond les follicules pileux, donc c'est les grains de la peau. Et tu vois des cicatrices, et c'est pas du tout la peau d'un vélin et d'un veau mort-né, hein. C'est la peau d'un animal adulte, pas du tout rare, quoi. Donc ce truc a peut-être récupéré, voire même on a peut-être même fait des trous pour imiter un livre alors qu'il n'y a jamais eu de livre lié, tu vois. Donc c'est juste un parchemin standard, quoi. C'est pas vraiment un vélin. C'est complètement standard, c'est pas du tout un parchemin précieux ou je sais pas quoi. Enfin, mais oui, par rapport à ce que tu disais sur le fait qu'il force l'attribution à Léonard de Vinci, alors que finalement les indices s'accumulent pas tant que ça pour aller dans ce sens. En fait, si ça se trouve, on est en train de passer à côté d'une œuvre de maître de la Renaissance
à cause de ça, en fait. C'est vrai que c'est dommage. Moi, ma première idée, c'était que c'était certainement un travail d'un élève, d'un suiveur, ou voire un travail à deux mains, peut-être. Et est-ce que tu sais si ce restaurateur était gaucher? Ah, et alors les fameuses histoires des lignes, moi c'est ce qui m'embête depuis le début, et il y a beaucoup de gens qui discutent aussi ça, c'est qu'en effet, tu as cette histoire de la main gauche, et le restaurateur n'est, je sais pas s'il est gaucher, il y a rien qui le dit, ça sera Oui. embêtant d'ailleurs qu'on le découvre. Mais par contre, j'ai bien observé toutes ses œuvres, et il fait souvent des traits et par la gauche et par la droite. Et je dirais que c'est le propre des artistes 20e, entre guillemets. Mm. T'es un petit peu plus spontané et plus libre de tes gestes. Tu vois, il y a moins de codification. Et ce que je dirais surtout, c'est que ces lignes sont très, très collées à un rythme très régulier, presque comme si elles avaient été tracées à la règle. Je dis pas que quelqu'un utilisait Ouais. une règle, mais de quelqu'un qui est très entraîné, un peu comme quelqu'un qui fait de la calligraphie, très Mm. entraîné à faire des lignes parfaites, répétitives, côte Ouais. à côte. Ouais. Dans les Ouais. dessins de Léonard de Vinci, je retrouve pas ces lignes, cette espèce d'acharnement de la Mm. perfection sur les hachures. Ouais. Les hachures, c'est une suggestion naturelle, et quand Mm. t'es un dessinateur très doué, oui, tes hachures tombent à côté les unes des autres. Mm. Mais à ce point-là, c'est bizarre, ça fait mécanique en fait. C'est très mécanique. Et l'autre truc hyper bizarre et qui est pas du tout logique et qui est vraiment bizarre, un peu comme cette histoire sous l'œil là, qui fait très Ouais. moderne, c'est cette ombre en dehors du visage. Oui. Les hachures sont à l'extérieur du Mm. visage. Déjà, tu vois Mm. jamais ça dans des œuvres de cette Non. époque. Mm. Et en plus, tu le vois pas chez Léonard de Vinci. Ouais. Les hachures sont à l'intérieur, ce Mhm. qui est complètement logique. Donc Mm. très très bizarre ça. Bon, Oui. du coup, toi, tu penses quoi au premier abord? A priori, je crois que tu connaissais pas cette œuvre ou pas beaucoup. Qu'est-ce que c'est ton ressenti Ce tableau m'est pas inconnu. J'ai vraiment, je l'ai vu très clairement, je sais pas où, mais j'ai le souvenir de l'avoir vu. Euh, mais je pensais pas du tout que c'était un Léonard de Vinci et qu'il y avait ce problème d'attribution. Hmm. J'ai vraiment appris un truc, donc ça c'est sympa. Cool. Alors peut-être que effectivement il y a un lien, Hmm. mais faut le trouver. Et pour l'instant, il n'y a pas assez d'informations pour que ce soit, à mon avis, pour que ce soit concret et définitif. Ouais. Euh, Là, pour le coup, le Salvator Mundi a beaucoup plus de preuves ou matière pour prouver que c'est vrai, Hmm. comparé à cette label Principessa. Oui. Il y a quelque chose dans l'œil qui me fait penser aux œuvres de Léonard de Vinci. Mais effectivement, c'est ce truc de, c'est très statique, c'est très, euh, et puis c'est improbable cette histoire alors ils essayent de le faire rentrer dans le bouquin des Sforza, le bouquin, dans le recueil des poèmes sur la vie des Sforza, la Sforzade, et euh, ça c'est trop forcé et ça j'aime, enfin systématiquement ça fait que décrédibiliser leur idée et en plus Martin Kemp, maintenant, j'ai pas trop envie de croire à ce qu'il dit parce que très clair. En plus, c'est quand même, c'est une sacrée responsabilité de dire que c'est un Léonard de Vinci et ça fait que créer. C'est un peu comme ça me fait penser au le Tour de France. Tu sais, ça me fait penser. J'ai des gens dans ma famille qui sont très passionnés par le Tour de France. Et systématiquement, il y a une histoire comme quoi, ben, il y en a un qui s'est dopé, il y en a un qui a des drogues dans le sang, et du coup, bah, à la fin, t'as plus envie d'y croire parce que de toute façon, ils ont tous eu un truc, un traitement. Alors là, je vais retourner tous les cyclistes, les amateurs de cyclisme, etc. contre moi. Mais c'est vrai que euh, ça fait un peu Pierre et le loup, quoi. Systématiquement, il y a des gens qui viennent et qui disent il y a des œuvres et du coup, il y a euh, un processus d'authentification qui se concrétise et qui se développe et ça,
Et du coup, dès que c'est dans le privé, dès que c'est pas surveillé par un musée, je pense que c'est... En fait, c'est souvent ça, c'est que il y a aucune obligation, t'as aucun dû à la population. Léonard de Vinci n'est pas monument national, quoi. Et il y a aucune obligation de rendre des comptes, de rendre les analyses ouvertes. Mais le problème, c'est qu'après ça, on écrit des livres que tout le monde achète comme des blockbusters. Et en même temps, bon, c'est toujours comme ça que ça marche. Hein. S'il y a des gens pour acheter, l'offre et la demande, tu vois, c'est que les gens en sont friands, et tant mieux si ça permet un peu de rêver, etc. Mais c'est intéressant de voir à quel point c'est marqué avec des œuvres de Léonard de Vinci. Tu vois, en moins de 20 ans, 2 œuvres comme ça qui déchaînent, enfin qui font couler de l'encre, quoi. Et c'est incroyable. Et comme tu disais, il y a une espèce de responsabilité. Et c'est vrai que là, c'est embêtant. La façon dont c'est écrit, moi, c'est ça qui m'a embêté, tu vois, c'est que ça fait vraiment pas sérieux. Et tu te dis, mais attends, tu es en train de choisir clairement pour ton œuvre l'attribution la plus fantasmée. Un peu un devoir de faire ça sérieusement et de pas induire les gens en erreur, parce que c'est peut-être pas un monument historique, Léonard de Vinci, mais par contre, ça remet en cause des choses quand même dans l'histoire de l'art qui sont importantes, et surtout, c'est un mensonge auprès des gens. Et c'est pas cool de jouer comme ça sur la crédulité, parce que oui, t'as envie d'y croire, quoi. Et on le sait, hein, que les gens deviennent fous, quoi, avec la Joconde. Enfin, ça déclenche des sentiments très très forts. Donc c'est limite presque imprudent, je dirais. Et au final, comme tu dis, ça te décrédibilise, ça te dessert, quoi. C'est même pas... J'ai un peu l'impression qu'il se cache un peu derrière ses titres de professeur à Oxford, mais ça te donne pas le... Enfin, c'est... Justement, on croirait que du coup, ça serait plus sérieux, ces recherches, mais en fait, il continue... Enfin, il nous propose quelque chose qui est pas... qui a des lacunes, quoi, des grosses lacunes. Ouais, c'est pour ça, c'est vrai, quand t'as mentionné Martin Kemp dans ta partie, j'ai vraiment halluciné. Je me suis dit que c'était une rockstar, il est partout, et c'était vraiment le but du podcast, enfin de cet épisode, c'est de voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a derrière les têtes d'affiche, quoi. Oui, c'est ça, c'est de creuser un peu plus, et puis parce que moi, j'avais surtout entendu un peu cette histoire d'un prince d'Arabie Saoudite qui est venu embarquer le tableau sur un yacht, mais en fait, c'est beaucoup plus que ça, cette histoire. Ça n'a rien à voir avec... Enfin, lui, limite, ce qui est important, c'est toute la machinerie derrière qui fait croire à tout... Enfin, qui a fait que ce tableau a pu être vendu à un prix complètement hallucinant. Quand tu as dépensé une telle somme pour un tableau, pourquoi est-ce que tu ne finances pas tous les moyens pour l'authentifier? Bah justement, parce que t'as pas envie que ce soit pas un Léonard de Vinci. C'est sûr, t'as pas envie. Mais en même temps, je sais pas, ouais. T'as très clairement le moyen de financer des analyses, quoi. Donc, mais c'est sûr qu'il n'a pas envie d'être mis en face du fait que ce ne soit pas un Léonard. Non, c'est clair. Et de toute façon, si l'œuvre est avérée de Léonard, elle va prendre une valeur telle qu'en fait, elle aura plus de prix. Et il y a ça aussi, tu vois, le collectionneur, autant il peut vraiment apprécier l'artiste, et tant mieux pour lui. Autant ça peut être un acheteur qui est surtout content de la rareté du bien, quoi, du fait de savoir que tout le monde le désire, et c'est lui qui l'a, en fait. T'as aussi ce type de valeur qu'on accorde aux objets. S'il est passionné par l'art, et si ça lui fait plaisir de s'acheter ça, et s'il a les moyens, qu'il le fasse. Mais c'est juste que ça envoie un autre message au public. C'est sûr, on va plus se focaliser sur la valeur monétaire de l'œuvre plutôt que la valeur artistique, au final. Et on oublie un petit peu Léonard de Vinci. Bon, en tout cas, on espère qu'on n'a pas dit trop de bêtises. Encore une fois, on n'est évidemment pas des spécialistes de Léonard de Vinci, donc si vous avez plus d'informations, des idées, des choses à corriger, il ne faut surtout pas hésiter à le faire. Il ne faut pas que des erreurs restent en ligne. Et surtout, on espère que, comme nous, vous êtes un peu plus armés maintenant, au cas où il y aurait des rebondissements dans ces deux affaires, que vous saurez un petit peu plus forger votre avis grâce à tous ces paramètres que vous connaissez maintenant. Et que vous serez aussi curieux de creuser un peu plus les
ce type de sujet. Et n'hésitez pas à nous envoyer en commentaire si vous avez des sujets où vous aimeriez en savoir plus et qu'on fasse toutes les recherches pour vous. Allez-y, foncez. Ce sera avec plaisir, je crois. Tout à fait. Tout à fait, elle est d'accord. Oui, merci Ségolène, c'était sympa et j'ai appris quelque chose de... Et on a parlé très longtemps surtout. Et on a surtout pu parler très longtemps. Salut Perrine, bye. Merci à Lucie Florentin pour la composition de la musique d'introduction du podcast Art à cœur. Vous trouverez tous les liens utiles en description de la vidéo.